Bonjour et bonsoir. Bienvenue dans MUF, un épisode un peu spécial. Tu parles comme ça. Ça y est, on a des micros portatifs, mais elle est en mode journaliste reporter là, c'est terrible. Nous sommes en direct de la scène du crime. Nous sommes en duplex. Au FRAC Picardie. Oui, un lieu artistique à Amiens. FRAC veut dire Fonds Régional d'Art Contemporain. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'est un FRAC en peu de mots, Louise? Un FRAC, c'est trop bien, ça fracasse vos têtes parce que vous voyez des œuvres d'art contemporain. Wow. Et ça fait réfléchir. Ouh. Et bon, FRAC, il y en a un dans chaque ancienne région et c'est un lieu qui... comment expliquer? Ah putain, je suis... Bon, il y a de l'art quoi. Il y a de l'art et une collection publique et c'est très chouette et plein d'événements. J'y ai bossé pour les plus assidus du podcast. Oui. Voilà. Tu y as travaillé il y a quelques temps déjà. Oui. Et aujourd'hui, ils nous ont invités. Y aurait-il un lien entre les deux informations qui précèdent? On vous laisse réfléchir à ça. Y a-t-il des pistonnage dans cette affaire? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui et ce week-end, il y a, comme tous les ans, un événement très chouette qui s'appelle Ping Pong. On l'a dit en même temps. Ping Pong, c'est le salon de la micro-édition. Tout à fait. Donc il y a des gens qui font des petites choses imprimées, des mini-zines, des bouquins, toute technique d'impression. Qui les vendent au sein du FRAC. C'est tout à fait c'est un petit marché quoi. Voilà. C'est un marché exposition un peu. Avec des artistes, des éditions aussi, des illustrateuristes. Voilà. C'est la 4e, 5e édition. Ce qui est très chouette, c'est que ça arrive un peu avant Noël et acheter des cadeaux de Noël. Et oui. En donnant des sous. À des artistes. On adore en fait. C'est super. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller se balader dans Ping Pong. On va rencontrer les artistes, les gens du FRAC. Éventuellement des visiteuses, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour discuter quoi. Ça va être super. Discutailler, sachant qu'il y a beaucoup d'exposants, donc on n'arrivera sûrement pas à discuter avec tout le monde. Ouais, il y a une quinzaine d'exposants, même plus. Plus. Et il y a aussi des ateliers. Cet après-midi, il y a un atelier linogravure. Non, gravure. C'est pas typographie? Ah, je sais pas. Bon. On est très renseigné sur le programme. Ouais. Comme à minuit avant la nuit. Finalement. Voilà, on est en impro toujours. Sachez que, on le dit ou pas? Bah oui. On a 3 heures de sommeil chacune. Donc, je pensais pas que c'était ça dont tu parlais. Mais c'est pas grave. Donc voilà, autant de vous dire que... Je te fais une confiance folle. Sachez que, on le dit ou pas? Bah oui, on a du caca qui colle au cucu. On a des bonbons qui collent au paquet. Non, bon, on a 3 heures de sommeil, je pense que là ça se voit. Oui, non, pas tant. Ça s'entend peu et ça se voit pas du tout. Parce que j'ai dit caca collé au cucu. Caca. Oui. Et surtout, on va poser ce qu'on dit, ce qu'on annonce. Ce qu'on dit? Ce qu'on annonce. Ah oui. C'est parce qu'on a quand même ça, c'est bon, j'ai compris. enregistré une intro pour ça à la base. On va poser des questions donc à tout le monde. Et on va leur demander d'installer une œuvre dans notre musée utopique fantasmagorique. ou fantasmé. Fantasmé, c'est quoi le mieux? Votez un commentaire. Voilà, on fera un sondage. On va faire un choix dans les minutes qui viennent. Voilà. Mais qui voilà à l'horizon. Et du coup, voilà, donc chacun va mettre un petit peu sa pièce à l'édifice dans notre musée. Voilà. Son œuvre. Donc embarquez avec nous. À Ping Pong. Ping Pong. On est avec Marie et Christophe. Bonjour. Est-ce que ça va? Bonjour. Alors, Marie, on t'a déjà entendu dans MUF? Ouais, tout à fait. Je deviens une personne récurrente, ça me fait très plaisir. Un personnage récurrent de MUF. Pour ma mégalomanie. Vous êtes les deux créateurs de Ping Pong. Comment ça vous est venu cet événement? Et surtout, pourquoi ça s'appelle Ping Pong? Alors, je rectifie juste, Christophe est l'organisateur de Ping Pong et je l'ai rejoint il y a 3 ans pour co-organiser avec lui, mais remettons à César ce qui appartient à Christophe. Pardon. Et du coup, Christophe, pourquoi ça s'appelle Ping Pong? Pourquoi ça s'appelle Ping Pong? En fait, donc, en 2021, on a imaginé ce salon et qui était le micro-salon de la micro-édition, puisqu'il y avait 6 exposantes, donc on était vraiment dans un format mini-mini, et il n'y avait pas de nom vraiment attribué, donc on disait le micro-salon de la micro-édition. Et on s'est dit, il faut quand même nommer l'événement, donc on réfléchissait, et c'était un jour, on mangeait, il y avait presque toute l'équipe qui était là, après un repas, on a fait une sorte de brainstorming, on va essayer de trouver un nom, et il y a Ping Pong comme ça qui est sorti
sorti de l'un d'entre nous, mais vraiment par hasard, un peu une boutade. Et mine de rien, on s'est dit, ping-pong, enfin, il y avait quand même de la réflexion. Il y a l'histoire de la table. Un salon, il y a toujours normalement un échange autour d'une table. Et donc, l'échange, comme je viens de le dire. Et ça a été directement adopté. Ping-pong, ça sera le nom du salon. Alors du coup, une question très importante pour toutes les personnes à qui on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fort et forte en ping-pong ? Je déteste le ping-pong autant que les cyclistes. Waouh, c'est dire. Et toi, Christophe ? Moi, je joue l'été parfois, mais je suis pas brillant, on va dire. D'accord. Parce qu'il y a une table, je sais pas si c'est la première fois à ping-pong, là il y a une table de ping-pong, on entend peut-être même le bruit en fond. Non, c'est pas la première fois. Alors je déteste pas le ping-pong quand même. Et j'aime les cyclistes. Non, c'est pas la première fois. On a commencé l'année dernière à mettre une table. Et oui, là cette année, par contre, c'est la première fois qu'il y a un véritable petit coin pong-pong pour se relaxer, lire des livres, jouer au ping-pong et colorier. Du coup, là, cette année, ça s'est agrandi. Tu disais que ça avait commencé en 2021 avec 6 exposants. Là, il y en a 19. 19, ouais, c'est ça. C'est quoi un peu il y a eu beaucoup de candidatures. Comment vous choisissez un peu les gens pour participer à Ping-Pong ? Donc, normalement, c'est en début d'été, on lance un appel à candidature. Et donc on reçoit les candidatures jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à fin août en général, fin août, début septembre. Cette année, en fait, on a reçu une 50aine de candidatures, ce qui était assez important. Et d'autant plus que donc ping-pong, c'est une combinaison d'artistes donc qui participent sur candidature et d'artistes invités également, enfin de stands invités, notamment donc les étudiants, mais Marie en reparlera peut-être plus précisément. Et cette année, le stand FRAC, en fait. Ce qui fait que si on était resté sur un format, une dizaine de stands, sur 10 stands, il y avait déjà 3 stands occupés par des invités. Et donc, ça faisait 7 candidats pour une 50aine de candidatures. Et des bonnes candidatures en plus. Donc, ça a été vraiment le choix de se dire... On a grandi en fait. On a grandi et pour agrandir, parce qu'on a quand même un espace un peu contraint ici au FRAC, et pour agrandir, on a décidé d'utiliser la salle d'exposition. Ce qui est assez incroyable, donc soit accepté notamment par un directeur, parce que parfois une salle d'exposition d'art contemporain, ça reste une salle d'exposition d'art contemporain. Et il a dit banco, on va aussi créer des stands au milieu des œuvres. Donc ça crée. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun salon en France ou dans le monde où il y a vraiment les tables ou les stands au milieu. C'est une première mondiale. Au milieu des œuvres. On va pas être trop présomptueux, ça existe déjà. Oui, si, il y a déjà plein de trucs. C'est la première fois. Il y a des dons du sang dans des salles d'expo. Non, c'est pas la première. Alors je retire. Non. C'est quoi le lien avec les étudiants dans Ping-Pong ? Je sais que moi j'avais eu l'occasion de participer quand j'étais encore à l'ESSAD. Et il y a aussi la raquette d'or qui est remise par les étudiants de l'ESSAD. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, Marie ? Oui, en fait, on essaye de donner une forte entrée étudiante au micro-salon pour déjà permettre aux jeunes qui sont dans ces sections graphiques ou artistiques et aux autres, bien sûr, mais en privilégiant les sections graphiques et artistiques d'Amiens, du coup de pouvoir découvrir tous les éditeurs et éditrices indépendantes et du coup de se confronter aussi et de regarder les différents objets graphiques qui peuvent être faits, les recherches, la création, de se créer aussi pour eux une photothèque, de l'augmenter, de voir toutes les possibilités, mais aussi et surtout de leur permettre à eux de pouvoir présenter une partie de leurs travaux et aussi de pouvoir avoir un vrai choix dans ce salon. Donc il y a la raquette d'or effectivement qui est un prix très prestigieux. C'est comme notre salle d'exposition. Je pense que c'est le prix le plus prestigieux au monde dans le domaine de la micro-édition, qui est un trophée qui varie chaque année, qui est réalisé par notre régisseur Christophe, homme de talent.
Et du coup, meilleur régisseur au monde d'ailleurs. Meilleur régisseur au monde dans le meilleur frac du monde. Dans le meilleur frac du monde. et qui du coup est remis par les étudiants, donc un jury qui est composé des étudiants et étudiantes du DNMAD, 3e année du lycée Branly, de l'ESAD et également de l'UPJV. Donc cette année, on avait 2 membres de l'ESAD, un membre de l'UPJV et un membre du DNMAD. Donc pour pouvoir aussi mélanger les filières, les regards et les disciplines, parce que pour l'UPJV, c'est vraiment art plastique, c'est pas graphisme. Pour les gens qui n'auraient pas l'acronyme UPJV, c'est Université de Picardie Jules Verne. Oui, pardon. On sait jamais, il y a peut-être des non-amiénois qui écoutent. Le monde, excusez-moi. Le monde entier. Parce qu'on est sur le meilleur podcast au monde. Bien sûr. Dans l'Université Picardie Jules Verne. Et du coup, donc, ils ont remis cette année à Schnapside. Donc, à cette entrée-là, il y a également les travaux des élèves 3e année DNMAD, 3e année de l'ESAD. Donc, les élèves de Kim Koussé et de Donald Abad qui présentent leurs travaux autour d'une édition qui a également été filmée par la suite. Donc, on présente et les films, les mini-clips et les éditions. Donc, voilà. Et il y a eu des workshops en amont, dont un workshop mené par Sophie Cure, graphiste, designer basé à Paris, et qui du coup a proposé un workshop pour les DNMAD 3e année, augmenté de 5 volontaires de l'ESAD. Voilà. Ok. Donc, c'était long, mais voilà. Non, mais c'est très clair, c'est très complet. C'était la meilleure réponse du monde, Marie. Merci. Par la meilleure Marie du monde. On a une dernière question pour vous. Vous allez inaugurer notre musée utopique fantasmé. On crée un musée fictif aujourd'hui, le temps de ping-pong. Un musée ou une exposition, on sait pas vraiment. Voilà, ce qui n'a jamais été fait. Jamais. C'est une première mondiale. On pense à toi, Malraux, mais ça n'a jamais été fait. Bien sûr. Donc, si vous voulez ajouter une œuvre de tout médium, tout ce que vous voulez, dans ce musée fictif, laquelle ça serait ? C'est compliqué parce que j'ai pas le titre de l'œuvre. Mais je vais mettre l'artiste est important, donc je vais mettre une œuvre de Bill Viola, qui est donc une vidéo, une vidéo ralentie, qui reproduit un tableau connu, mais donc j'ai pas le nom du tableau. Donc c'est vraiment une installation vidéo par laquelle les personnages en fait changent de sentiments et de physionomie qui passent d'un seul coup du tragique au surpris, à l'anéanti, et qui se fait comme ça tellement lentement que au début on se croit que c'est une image fixe, et puis d'un seul coup on se dit mais il y a un truc qui change, et puis en fait le tableau il ne cesse d'évoluer, et c'est, je trouve, techniquement c'est vraiment génial. Et donc du même artiste il y a donc l'œuvre 5 anges, en fait, Five Angels en Wenger, et donc pareil qui reprend des personnes comme ça dans de l'eau, avec tout un système de bulles autour d'eux, qui est aussi assez beau. Mais la première œuvre de Bill Viola qui m'a marqué, c'était celle dont je n'ai pas le nom. Eh ben on le trouvera, on fera nos recherches. Merci. Et on le mettra dans la description. T'as mis 2 œuvres, ça passe parce que c'est toi. Mais c'est très bien. Merci beaucoup d'inaugurer avec du Bill Viola. Marie ? Je pense que ce serait Francis Bacon. Ah oui. Laquelle ? Le pape ? Ouais, Pie XII, je pense. C'est super. J'adore cette œuvre. C'est une de mes préférées aussi. C'est bien de faire découvrir des petits artistes émergents. Ouais, mais après j'ai un certain œil, donc si jamais, je pense qu'il peut monter. Il est, à mon avis, il a un petit coup de crayon plutôt pas mal. Francis Bacon 2026, on y croit. Ouais. Mais si jamais il m'entend, qu'il n'hésite pas à m'appeler. Ouais. Hein, qui candidate à ping-pong peut-être. Ouais, voilà. Et on a un comité d'acquisition s'il veut. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle présentation de ping-pong, et on va aller interviewer les artistes que vous avez invités cette année. Eh ben, merci beaucoup à vous d'être présente pour cette édition. On est très contents avec Christophe. Et nous sommes avec Marion et Léa du collectif Moite Moite. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous déjà ? Très bien. Vous passez un bon week-end ?
Super, oui. Est-ce que c'est votre première fois au FRAC et à Amiens ? Oui, c'est la toute première fois qu'on vient à Amiens et au FRAC et c'est super. Alors vous venez de Caen ? Enfin, je ne sais pas si vous venez de Caen dans vos vies à l'origine, mais vous avez étudié ensemble à Caen ? Oui, on a étudié ensemble à Caen. On vient toutes les deux d'en dehors de Caen, moi de Franche-Comté et Marion, elle vient du Nord-Pas-de-Calais. Et on s'est retrouvés à Caen avec nos acolytes du collectif. Et on a toutes et tous fait le master édition de Caen. Ok. Est-ce que vous voulez présenter un peu le collectif Moite-Moite, dire comment est née l'alchimie ? Alors, on était ensemble pendant nos études. Et on n'était pas dans la même classe forcément, mais on était deux groupes d'amis. Et on a décidé de se retrouver ensemble pour mettre en commun nos forces. Et du coup, diffuser notre travail. On a aussi pour objectif de diffuser d'autres personnes et de créer des événements plus tard. Ok, trop bien. Vous êtes combien dans le collectif du coup pour l'instant ? On est 5. Ok. D'où vient le nom Moite-Moite ? C'est une ref à quelque chose ? Pas vraiment, mais on a trouvé ça rigolo. On a eu du mal à le trouver et on a pris longtemps, mais quand c'est venu, ça nous a paru naturel à tous les 5, du coup on a gardé ça. Et ça permettait aussi de faire des moitiés de moites. Par exemple sur les salons, là on n'est que 2, mais en fait c'est une des moites du moite-moite. Ok. Est-ce que vous voulez bien nous parler d'une œuvre que vous proposez aujourd'hui ? Une des œuvres, celle que vous voulez ? Une chacune si vous voulez. Là, c'est une édition qu'on a coécrit avec Jeanne Bouillard et moi, donc Marion Bernard. Et c'est c'est un recueil d'écriture. C'est notre premier recueil à toutes les deux. Et on a voulu un peu regrouper des conversations qu'on avait entre nous dans notre colloque. Et on a essayé de se faire un passe-passe de phrases, en fait, comme si on conversait sur des sujets, mais on ne sait plus trop qui parle. On cherchait à juste créer une chronologie sans qu'on sache vraiment qui parle. Et ça parle un peu de relations à l'amitié, aux familles, à la posture d'être une fille sage et silencieuse en tant qu'enfant, Okay. ou pas forcément silencieuse finalement. Pour décrire un peu, parce qu'on fait une émission sur un festival, sur un salon d'objets graphiques, mais en version sonore. C'est un petit livre blanc de genre 8 par 13 peut-être, C'est ça. avec des textes en petit, en bleu, violet, c'est très joli. Et c'est une typo de Bye Bye Binary ? C'est ça. Bien vu. C'était la C'est très, première très joli. fois, aussi pour nous deux de mettre que du texte en fait. On vient plutôt de l'image. Et donc le texte venait plus souvent avec l'image en premier. Et là c'est la première fois en fait on a trouvé que l'image n'était pas forcément nécessaire ici. Donc c'est un peu... Trop chouette. Et habituellement, c'est quoi vos outils de création préférés que vous utilisez le plus ? Ça dépend un peu, on a 5 pratiques assez différentes finalement. On a chacun notre univers aussi. C'est vrai qu'on a tous une image en commun, mais on l'aborde de manière différente. Léa, tu fais plus de l'illustration, de la littérature jeunesse. Jeanne, Andy, Lilou font de la BD beaucoup. Ouais, on va peut-être plus sur le dessin qui nous rassemble, mais après on le traite d'une manière différente. Ok, ça marche. Et Léa, tu voulais parler aussi du Capillo ? C'est une petite boîte qui est là. Sachant qu'il y a genre 30 projets différents, non, j'abuse, au moins 20. Oui, on a Vous avez beaucoup plein de projets. de choses. Ouais, et je voulais parler du Capillo parce que c'est un jeu qui a été créé par Andy, Lilou et Anaël, qui ne fait pas partie du collectif, mais qui a travaillé avec eux sur ce projet. Ok. Et c'est un jeu un peu particulier où on a des phrases un peu, là par exemple j'en vois une, un peu des phrases poétiques, la moitié d'un coquillage au bas mot. Et en fait, derrière ces phrases se cache une personnalité publique. Et donc il y a une règle du jeu avec des légendes. Donc par exemple, la moitié d'un coquillage, c'est écrit en gras parce que c'est une traduction linguistique. Donc un coquillage en anglais c'est shell. Donc shell. Obama. Voilà. Et du coup c'est tout un jeu comme ça. J'adore. C'est assez drôle. Je suis instantanément fan du concept.
Et donc c'est un peu poétique. Et c'est un peu prise de tête et le jeu, pour le décrire, il prend la forme comme d'une boîte un peu de Doliprane avec la consigne, ça fait comme une notice de médicaments. Et les cartes ont un format, j'ai jamais vu des cartes de ce format-là, c'est genre, c'est long comme des cartes de tarot, mais c'est fin comme un mini jeu de cartes. Est-ce que vous pouvez nous en faire un? On essaye de le deviner. Nous, on est très nuls. Ah, celui-là par exemple. Vas-y. L'ange Alors. gardien, boulangère. Donc, boulangère, ça serait baker. Ouais. Et l'ange gardien. Alors, l'italique, c'est quoi déjà? Alors, italique, c'est une référence culturelle. L'ange gardien. Mimimati. Joséphine Baker. Ah bah Voilà. oui, Très fort. t'es très forte. Ouais, incroyable en si peu de temps. Je vais acheter ce jeu dès qu'on a fini. C'est trop bien. Et si tu achètes ce jeu, est-ce que vous nous autorisez à y jouer dans notre podcast? Parce qu'on fait beaucoup de jeux dans ce podcast-là. On vous créditera évidemment. Bon, faut pas qu'on spoil le contenu. Est-ce qu'on peut spoiler le contenu du jeu dans le podcast ou pas? Il va y avoir une... donc là, il y a, je sais plus combien il y a de cartes exactement, mais il va y avoir une nouvelle édition augmentée. Et dans les cartes, il y a aussi des cartes vides, vierges, où vous pouvez inventer votre propre phrase. Donc oui, je pense qu'on peut spoiler quelques cartes. Trop bien. La règle du jeu façon notice, c'est trop malin. Ouais, vraiment trop chouette. J'ai une question très importante pour vous. C'est quoi votre endroit préféré de Caen? Tu as prévenu que toi tu venais de Caen et que c'est pour ça que tu posais des questions. Tout à l'heure, avant Ah oui, d'accord. Je viens de Caen, je suis canaise. Parce que la meuf a une obsession sur Caen sans prévenir, ce serait très bizarre. Moi, je dirais le café Sœur, qui est un café fleuriste dans le centre de Caen. Ok, Il y a des très bons cafés et gâteaux. trop stylé, je connais pas du tout. C'est où? C'est à côté de l'hôtel de ville, la Ok. Ville aux Hommes. Ouais, ok. Voilà. Trop bien. Moi, je pense que c'est la piscine de Caen. Oui. Voilà, le stade nautique, j'aime bien. Ok, c'est vrai qu'elle est pas mal. Mais elle tombe pas un peu en ruine? Y a pas une histoire de les vitres, elles se pètent la gueule et tout? Ah, je sais pas, moi je vais toujours à l'extérieur et Ok. je trouve ça super. Ok. Notre belle piscine. Bon bah voilà, j'étais à Caen il y a quelques heures, sachez-le. J'ai fait le trajet ce matin. Voilà, anecdote de ma vie. Si t'as besoin d'un blablacar retour, on repart à Caen nous ce soir. Ok. On a une dernière question pour vous. Oui. Du coup, notre podcast, je sais pas si on a prévenu avant, mais il s'appelle MUF. Et là, du coup, notre acronyme du jour, parce qu'on change à chaque fois, là c'est Musée Utopique Fantasmé. Et du coup, on aimerait créer un musée ou une exposition avec toutes les personnes présentes ici. Est-ce que vous pouvez nous donner une œuvre chacune à rajouter à notre exposition? Je précise que c'est un musée fictif. On a pas encore les moyens pour faire un vrai musée. Mais... Oui, sachant que tout à l'heure on nous a parlé de Francis Bacon, je pense qu'on n'aurait pas les moyens de l'acheter dans tous les cas. Donc tout ce que vous voulez, pas forcément lié à Ping Pong, mais qu'est-ce que vous voulez ajouter à notre musée du coup? En ce moment, à l'Artothèque de Caen, il y a une exposition avec Marion Cachon. On en a parlé beaucoup hier soir aussi. Je pense que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. C'est super ce qu'elle fait. Est-ce que c'est genre de l'illustration et un peu genre installation C'est une installation de recherche, mais plus autour de la typographie et des gauchères. Ok. Ah donc c'est pas du tout ce que je pensais. Ok, d'accord. Mais ouais, je suis d'accord avec Léa. Ce serait une... 2 œuvres de Marie-Lou Cachon, c'est ça? Ok. Bah, trop bien, merci. Super, merci beaucoup. Alors on est avec Kim Bradford, bonjour. Bonjour. Je voulais venir te parler parce que j'ai remarqué tes broderies. Non, c'est pas de la broderie, c'est tes tissus. Ouais, c'est des impressions de sérigraphie sur textile. Voilà. Et donc impression, c'est de la sérigraphie sur textile. C'est de la sérigraphie sur textile, ouais. Ok. Et ça m'a beaucoup intriguée et je voulais te demander comment ça s'est passé, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est en fait. Ok, et bah avec plaisir. Je sais pas si c'est ce projet-là dont tu parles en particulier. Oui, tout à fait. Donc, pour décrire un peu, tu décris Maëlle. Alors oui, parce qu'il faut décrire les trucs visuels vu qu'on fait du son. C'est des carrés de tissu d'une taille de mouchoir en tissu classique, on va dire, avec des sublimes têtes de gens qu'on déteste, imprimées en noir et blanc, avec des sublimes fleurs qui les entourent et qui se superposent à eux parfois. Bah, très, très bonne description. Voilà. C'est un projet qui s'appelle Les petites violences sans conséquences, que je mène depuis plusieurs années maintenant. À la base, c'était des impressions sur du papier bulle de personnalités politiques ou médiatiques qui ont eu des actions et qui vont en avoir probablement
xénophobes, transphobes, homophobes, racistes, qui attisent, qui sont clivants, disons, dans leurs idées. Et l'idée, c'était justement, et c'est aussi souvent des personnalités qui ont eu des affaires judiciaires. Ils n'ont pas toujours eu à rendre des comptes, ou alors c'était pas à la hauteur de ce qu'ils avaient fait, à mon sens en tout cas. Plus c'est gros, parfois plus ça passe en fait. Ouais. Et là, c'était pour justement contrecarrer un peu cette frustration de ne pas pouvoir, d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir agir. Et donc, ces personnalités politiques, ces visages-là, je les imprimais sur du papier bulle pour que les gens puissent leur éclater la gueule. Okay. Et je disposais ces carrés de papier bulle dans des espaces d'attente, par exemple chez le coiffeur, je sais pas, chez le dentiste. Et en fait, j'ai eu envie de pousser un peu plus ce projet-là et d'avoir quelque chose de plus pérenne aussi. Et donc, j'ai pensé aux mouchoirs en tissu. Moi, je me rappelle de mon père qui avait ces vieux mouchoirs en tissu tout séchés de morve là dans la poche. Cet objet qui est un peu désuet comme ça. Et l'associer justement à ces visages détestables. Détestables, exactement. Et pour pouvoir se moucher à répétition sur ces visages-là sans ne risquer aucune conséquence par la suite. Bah, c'est génial. Qui n'a jamais rêvé de se moucher sur Macron en fait. Voilà. Merci pour ça. Pour citer les exemples, on a Macron sous les yeux, il y a aussi J.K. Rowling, Valérie Pécresse, Jordan Bardella, Elon Musk. Attends, j'ai un doute là, est-ce que c'est Roger Moore ? Non, c'est Alain Delon, mais jeune. Ah oui, d'accord, il a la même tête que Roger Moore ? Ou c'est juste moi qui confonds les Non, ils ont des ressemblances, ouais. Et c'est le seul que j'ai mis jeune. L'horrible Alain Delon. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de. Il a vraiment un visage, une gueule. Il y a Darmanin aussi. La belle gueule, quoi. Et donc ouais, il y a Alain Delon, il y a Depardieu, Michel Sardou, Sarkozy. Enfin, il y a tout un florilège. Et malheureusement, ça c'est un peu infini comme projet parce qu'il y a toujours des personnalités qui émergent. Là, il va y avoir bientôt. Enfin, j'aurais dû le faire depuis longtemps, mais Rachida Dati, Le Cornu, qui d'autre ? Casting. Ouais, si jamais vous avez des propositions, surtout, je suis preneuse, hein, vraiment. Un petit... comment il s'appelle le ministre de l'Intérieur, là, actuel ? Nunez. Oui, Laurent Nunez. Oui, ancien préfet de Paris. Ouais. Peut-être Gérard Depardieu, je sais pas si tu as fait... Je l'ai fait déjà, Gérard Depardieu. Il est bien parti. Ah. Ça se vend bien le Depardieu en ce moment. Ça se vend pas mal le Depardieu, ouais. C'est incroyable, c'est génial. Pardon, en fait, je viens de connecter mes deux neurones. Vous êtes deux sur ce stand ? Oui, alors justement, je suis avec Marianne Tricot. Veux-tu venir parler aussi ? Bonjour. Oui, on partage le stand avec Kim et on a une pratique individuelle chacune, mais on a collaboré sur le t-shirt là. D'accord. Où, en fait, moi j'ai un travail plus de dessin et d'illustration. D'accord. Voilà. C'est de l'autre côté du coup là-bas. Ouais. Ok. Vous déplacez. Ouais, carrément. On bouge avec les câbles qui sont toujours courts. Est-ce que tu veux bien nous parler d'une de tes œuvres que tu présentes aujourd'hui ? Oui. Eh bien, je peux vous parler de ce nouveau livre que je présente qui s'appelle Petit Bois. Vous pouvez le regarder. C'est un livre qui restitue 2 mois que j'ai passé au Québec dans une station de recherche en écologie forestière. Où j'ai suivi une équipe de scientifiques sur le terrain et j'avais installé mon atelier dans leur laboratoire. Donc je les accompagnais et je dessinais aussi. Et le livre restitue cette expérience d'immersion à travers une centaine de pastels à l'huile qui sont des collages. Pas tous, mais une grande majorité, ce sont des collages. Le livre comporte aussi un lexique à la fin, qui est une espèce de faux lexique scientifique, où il y a 3 voix qui se mêlent. Il y a ma voix, celle de l'équipe scientifique, et la voix d'une femme qui vient d'une communauté autochtone, la communauté Innu. Et donc, avec un code couleur, on passe d'une voix à l'autre et on donne un peu chacun nos points de vue sur des mots, des notions scientifiques, des sensations qui sont liées à cet environnement que j'ai découvert avec eux. Trop chouette. Tu peux nous décrire, Maëlle ? Oui, ça devient récurrent, je décris les objets graphiques. Alors, donc, c'est un petit livre, je dirais 9 par 12, quelque chose comme ça, c'est ça, oui. Dans ces zones-là. Donc, avec une première section avec donc, toutes tes illustrations. Et l'impression est sublime, genre les couleurs et la texture des pastels rend trop bien. Et il y a des petits symboles. Est-ce que ça fait aussi partie d'un lexique un peu Alors en fait, codé ? Les symboles, il y a une série de pictogrammes qui sont définis en introduction du livre, qui donnent des indices un peu flous, mais sur les saisons, l'échelle des éléments représentés, leur nature,
Donc c'est un petit peu aléatoire, c'est pareil, c'est pas rigoureusement codifié quoi, mais ça donne des indices sur les dessins et donc ça parsème un peu tout le livre. Les dessins aussi sont numérotés et les mots du lexique également, donc il y a une double numérotation qui fait qu'on peut passer d'une lecture visuelle à une lecture commentée si on veut sur certaines images. Et on a comme ça un aller-retour qui peut se faire. Ça donne aussi il y a des mots qui sont associés à des dessins qui apportent un petit éclairage un peu. Trop bien. Et donc pour finir la description, il y a un texte au début, donc avec le fameux code couleur, du texte en bleu pour les textes scientifiques, en rouge pour la femme que tu as interviewée, et en vert pour toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et à la fin, il y a le fameux lexique sur des pages vertes. Ouais. C'est très très beau, il est magnifique cet objet. Merci beaucoup. Et le titre c'est Petit bois, c'est ça ? Ouais. Trop bien. C'est quoi ta principale technique ? Tu m'as dit C'est du pastel à l'huile. Le pastel à l'huile, d'accord. Et en général, est-ce que c'est ta technique préférée pour créer et dessiner ? Oui. C'est une des techniques que j'utilise principalement, enfin presque majoritairement ces dernières années. Ok. Un peu question qui m'énerve mais que j'aime bien quand même. Tu préfères le processus ou le résultat ? Le processus, je dirais. Il y a un lien avec la matière du coup dans le pastel à l'huile. J'avoue que j'en ai jamais fait et t'en as déjà fait Maël du pastel à l'huile ? Mais il y a très longtemps, vraiment quand j'étais genre ado et que je faisais des cours de dessin en Beaux-Arts. Ouais, bah en fait cette technique je l'adore parce qu'elle est entre le dessin et la peinture en fonction de comment on manie le bâton. Soit on peut avoir un trait, soit on peut avoir une masse colorée et c'est ça aussi, là j'ai mis un peu au point la technique de collage qui fait que je peux allier la brutalité un peu de la matière du pastel avec son aspect très gras et qui donne un aspect un peu flou où les couleurs elles se mélangent directement sur le papier et la netteté des contours parce que je découpe mes formes, donc j'aime bien jouer avec à la fois la clarté du dessin mais le flou du pastel quoi. Donc ça donne un rendu un peu étrange. Et alors, est-ce que quand t'en fais de manière professionnelle, tu utilises un vrai fixateur prévu pour ou tu fais toujours à la laque à cheveux, la bombe de laque ? Ah non, mais surtout, je fixe pas. Ah Non, parce que j'ai fait des tests. On peut ne pas fixer ? Oui, ça reste fragile, mais je crois que je préfère... Ou alors, j'ai pas encore trouvé la bonne technique, mais le peu de fois que j'ai essayé de fixer, ça faisait une pellicule un peu brillante sur mon dessin et j'aimais pas le rendu. Ok. Ça a enlevé cet aspect flou du coup que tu aimes bien. Non, ça enlevait pas l'aspect flou, mais c'est mat quand même, ça reste mat. Et ça donnait une brillance que j'aimais pas trop. Ok. Ouais. Donc je les fixe pas, comme ça le problème est réglé. Et bah merci beaucoup. 2 questions quand même. Alors première question, est-ce que t'es forte en ping-pong ? Pas spécialement, je dirais, non. D'accord. Non, dès qu'on fait des smatchs, ça m'énerve. Et une question, est-ce que... Alors, donc vous revenez à 2 pour la dernière question qu'on pose à tout le monde. Attends, est-ce que t'es forte en ping-pong toi, du coup ? Alors j'ai fait du ping-pong aux ateliers bleus quand j'étais en primaire, mais sinon je fais du badminton. Ok. C'est pas la question. C'est pas la... Je suis moyenne. Il y a des raquettes et des balles, hein, c'est... On a une dernière question qu'on pose à tout le monde. Du coup, alors notre podcast il s'appelle MUF et il change d'acronyme, de sens d'acronyme à chaque fois. Et aujourd'hui c'est musée utopique, fantasmagorique, fantasmé, on sait pas trop. Et du coup on demande à quelqu'un de rajouter une œuvre, pas forcément liée à ping-pong, votre œuvre préférée, quelque chose que vous avez envie de mettre en avant dans notre exposition ou musée qui n'existe pas. C'est difficile comme question. Oui, moi je vais citer l'œuvre d'une amie à nous. Marie-Benoît de Fertin qui a fait des murs comment ça s'appelle son œuvre avec les boules caisses. En gros c'est le mur qui a des boules caisses, donc elle fait 2 trous à la perceuse et puis elle met les boules caisses au mur. C'est trop bien. J'aime bien cette œuvre. Incroyable, très bonne. Je connais pas son titre malheureusement. On cherchera, on trouvera. Non, je l'ai pas. Pour continuer sur Marie-Benoît de Fertin, notre idole, elle avait fait une pièce aussi où c'était des biscottes qui étaient mis sur des petits trous robotiques et elle venait se cogner contre les murs de la galerie. Okay. J'ai plus le titre de cette pièce-là, mais elle est aussi géniale. Mais son travail en général est vraiment chouette. Marie-Benoît de Fertin, on vous invite à aller regarder. Ok, et merci beaucoup. On mettra les titres des œuvres dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous.
Et nous sommes avec Sam et Zach de la Hutte Dessinée. Bonjour. Bonjour. On n'a pas du tout refait cette intro à cause d'un problème technique. On n'est pas allé très loin, c'est pas grave, l'incident est clos. Bon voilà, blablabla, chiasse, vulgaire, on peut parler, on dire des trucs vulgaires. Voilà, c'était ça. On parlait du fait que c'était un podcast très ouvert, open mind. Liberté totale. Donc c'est quoi en fait la Hutte Dessinée ? De quoi s'agit-il ? Du coup, la Hutte Dessinée, c'est une association composée du coup d'étudiants en L3, M1 et M2 en formation métier de la bande dessinée à l'UPJV du coup à Amiens. Et du coup, le but de notre association, c'est de pouvoir donner un petit tremplin à nos auteurs, à nos étudiants, en créant des zines par exemple. Chaque année en Master 1, on a du coup ce rituel qui est de créer un zine par rapport à une contrainte. Par exemple, le dernier en date, c'est La Terre après les hommes qu'on a dans les mains, mais que vous ne pouvez pas voir. Maëlle décrit les œuvres. Alors, j'ai le rôle de audio description aujourd'hui. Donc, c'est un album cartonné, dimension, je dirais environ 19 par 26. Bah, à 4. Ah, c'est pile à 4 Il me semble. C'est pas pile, mais on n'est pas loin. C'est une très belle couverture avec une illustration qui montre. Donc, on est à l'intérieur d'un bâtiment où on voit une table avec plein de verres brisés, une fenêtre brisée qui donne sur un extérieur où on voit une autre maison avec des verres brisés et une voiture garée qui a l'air aussi un peu des rétros cassés et tout. C'est probablement une sanction. Et des très jolies couleurs chaudes. Qui prend le dessus, etc. Montrer en fait le temps qui est passé, tout ça. D'accord. Il y a une ambiance solar punk. Je dis des mots au hasard. C'est peut-être post-apo, non ? C'était trop. Là, c'était trop, tu vois. Post-impôt, tout simplement. En fait, impôt. Post-impôt. Post-impôt. Oh. C'est après l'URSSAF. Wow. Oh non, les mots qui fâchent. Hein. Oui, c'est Icaria qui a fait la couverture. On était plusieurs à proposer des dessins, etc. Tout est fait par les étudiants hein, quand on fait le fanzine. Donc que ce soit les illustrations, la mise en page. On remercie encore Louane, c'est la graphiste un peu de la classe, qui a tout fait. Elle a pris toutes les pages de tout le monde. Elle a pris de son temps et elle a fait ça gratuitement quand même. Faut quand même le souligner. Très rapidement d'ailleurs. Ouais, hyper rapidement pour faire une super mise en page, pour envoyer à l'impression, etc. Donc c'est énormément de taf. Donc on les remercie énormément. Ika pour la couverture et Louane pour toute cette mise en page. Et Victor pour la couleur. Oui, Victor pour la couleur, c'est vrai. Bravo. Excusez-moi, c'est Victor qui a fait la couleur pour la couverture. Donc c'est collaboratif. Vous avez tous les étudiants et étudiantes ont participé à ce tome, c'est ça ? Tous les étudiants en Master 1 du coup. Chaque étudiant vont interpréter du coup la consigne, du coup La Terre après les hommes, de la manière dont ils veulent et ils vont réaliser 7 à 8 planches. Et cette année-là, c'était 8 planches, il me semble. C'est ça. Ouais, oui. Du coup, 8 planches sur cette contrainte-là. Ok. Voilà. Et du coup, tout le monde y met de sa peau, tout le monde sue et bosse sur cette BD. Vous l'avez Sauf fait enfant. l'année dernière, du coup ? C'est ça, en fait, on arrive à la rentrée et tous ensemble, on a eu plusieurs thèmes présentés, donc proposés par des étudiants, et puis on a voté, et au final, c'est La Terre après les hommes qui est restée. Et donc, même s'il y en a qui voulaient autre chose, au final, on s'est tous mis d'accord pour partir là-dessus. Et voilà, en fait, après, on a eu beaucoup d'aides de gens du milieu qui nous ont conseillés, qui nous ont proposé des alternatives, en disant « ouais, fais comme ça ». Donc, il y en a pour qui c'était la première fois qu'ils faisaient des planches, dont moi. Donc j'étais un peu terrifiée. Ah d'accord, c'est ma première semaine, on me dit que je vais devoir faire 8 planches qui vont être publiées et vendues. Donc on a par exemple David Périmoni et Ludovic Rio qui nous ont donné beaucoup de conseils tout le long de l'année, parce que c'est vraiment sur un an complet, même s'il fallait prévoir aussi l'impression, tout ça, pour le RDVBD. Ok, ouais, le festival de BD d'Amiens. Exactement. Je donne le contexte pour les gens qui ne connaîtraient pas. Ouais. Les deux personnes que tu as citées, c'est des profs du M1 ou pas du tout ? C'est des intervenants, ils sont profs aussi, mais là ils sont venus en tant que soutien, en tant qu'aide. En fait. Ouais, en tant qu'aide, c'est comme ils ont participé eux-mêmes à des précédents fanzines. On a plein d'anciens, donc Pierre Papier Chicon, Légendes urbaines, etc. Et c'est des gens qui ont été publiés. Donc ils viennent juste un regard apporter leur tête, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est donner des cool. petits conseils. J'ai cité eux, mais en vérité, on a eu des conseils de tout le monde, même nos proches, des gens extérieurs à la fac, tout ça. Donc
Ça là-dessus, c'est vraiment un peu la force, je trouve, du master et même de la licence, c'est que c'est pas des profs, tu sais, des gens derrière leur bureau et qui sont un petit peu dépassés par l'actualité du monde de la BD ou de la culture. C'est que des gens qui sont vraiment encore dans ce monde-là, qui font ouais, attends, tu sais, sur le papier c'est comme ça, mais la vérité c'est comme ça. Moi je te donne des astuces, je te donne des tips, on se partage des logiciels aussi. Donc c'est vraiment très entraide et ça c'est vraiment cool. Vraiment ça démotive pas quoi. Comparé à des formations en art où je sais que c'est un peu rigoureux, un peu tu dois faire comme ça et pas autrement. Ou même juste l'entraide n'existe pas. Ah oui, c'est connu des écoles d'art où ils se font un petit peu des coups de pute. Oui, je dis pute parce que j'ai appris que j'ai le droit de dire des gros mots. Des histoires où il y a des gens qui font des planches et qui détruisent les planches d'autrui, etc. pour gagner. J'ai des amis qui sont dans des écoles privées que je vais pas citer, mais commence par un B et qui finit par SAR. Où ils ont fait des planches et comme c'est noté et qu'ils font un peu un top, et ben ils font exprès, il y a des étudiants qui viennent et qui font exprès genre jeter un truc d'encre, de péter, niquer la planche, etc. pour perdre des points. Et c'est pas du tout un truc qu'on voit dans nos études et ça c'est cool quoi. Et du coup là vous allez faire aussi un autre fanzine vous êtes en master 2 là du coup. Alors moi je suis en master 2 mais Zach est en master 1. Moi je suis en master 1 du coup c'est mon année qui va créer le zine de cette année. Je vais pas dire le thème parce qu'apparemment j'ai pas le droit de le dire. C'est ta secret. Je le disais depuis le début. On m'a pas dit qu'il fallait pas le dire. Aïe. Mais du coup on est en train de travailler sur le storyboard si je peux dire ça. Chacun on est actuellement au storyboard voire même certains commencent à réellement faire les planches pour l'édition du coup 2026 qui va sortir pour les rendez-vous de la BD 2026. Ok, ça marche. C'est vraiment le point central pour nous à RDV ouais, BD. J'imagine. On a un super Tipeee rouge et à chaque fois on est très fiers de présenter le fanzine qu'on a produit. Donc ils nous font énormément confiance parce qu'on est avec l'association On a marché sur la bulle. C'est un peu l'association grande sœur de la lutte dessinée et du coup on essaie de leur rendre un peu en faisant ce fanzine aussi, tu vois. On ramène du monde, on est exposé aussi gratuitement, on présente nos planches, etc. en Forex pendant le festival. En vrai, c'est une chance. Une grande collaboration de confiance entre les deux, quoi. Bien sûr. Trop chouette. C'est votre première fois à Ping Pong là Moi non, toi non. Non, on était ensemble l'année dernière. Non, c'est la deuxième année qu'on vient. Nous deux, en tout cas, personnellement. Mais je crois que ça fait plus longtemps que je pense que le stand, c'est pas la première fois que l'assaut là. Après, c'est vrai que ça commence à être les premières années où des étudiants viennent et présentent un peu des stickers, des fanzines faits main. Oui, votre stand, il y a beaucoup de choses différentes. J'ai vu, il y a des... on essaye de mettre en avant du coup les productions réellement des étudiants en eux-mêmes, pas que ce qu'on a produit lors de la formation, pour montrer qu'on a une production assez diverse et variée. Aussi pour attirer du monde et montrer que on chôme pas quoi. Étudiants en art, un peu de beurre dans les pâtes quoi. Il y a Ika qui nous rejoint dans la pièce. C'est la personne qui a fait le line pour la couverture. Ika, tu veux parler dans le micro? Je t'ai cité pour le fait que tu aies fait le line. On est en live total. Non mais oui, désolé. Du coup, Ika qui est la personne qui a fait tout ce qui est la couverture. Tu n'as pas fait la colo parce que c'est Victor Smith. C'est quelque chose que je ne gère pas du tout. Donc, c'était pour 5. Mais du coup, voilà, c'est lui qui a fait la colo et nous, on a fait, après un long choix délibéré, là, on a tous voté à main levée. C'était très fun. Un peu Koh-Lanta, en fait. Ouais. C'était très, très, très flippant de dire on doit choisir une couverture parce que du coup c'est comment vendre, c'est le premier visuel, donc c'est en mode comment ça va se vendre, comment ça va attirer le public, est-ce que ça va attirer l'œil, et du coup c'était très stressant. Et c'est très très bien vendu cette bande dessinée, on a dû en recommander. Ah ouais. On a jamais sur les 3 week-ends. Ouais, c'était, on a vraiment été très impressionnés. Après aussi, c'est le premier fanzine qu'on fait en couverture cartonnée. Avant, c'était un peu en magazine, et là, on a voulu faire un peu grand. Pour un fanzine, c'est la classe. Ah oui, il est mastoc le fanzine. Puis en plus, ça fait que ça vient avec en plus le renouveau de la formation. Ouais. On a un peu re-up aussi ce qu'on proposait du coup chaque année comme projet. Donc l'année d'avant c'était la boîte, et nous du coup on a dit BD
Hop, BD. L'année dernière, ils ont fait toute une boîte en carton personnalisée, etc., avec plein de petits fanzines de chaque étudiant dedans. Bah, c'est très cool, mais alors, c'est compliqué à produire. Non, pas à produire, à vendre, parce qu'après, la personne doit déplacer la boîte, etc. aussi. Oui, donc, ok. mais ça reste un super projet. Mais c'est marrant parce que dans Amiens, je vois par exemple dans des cafés, il y a des gens qui l'ont acheté et qui l'ont exposé la boîte. Comme un objet de collection, en mode c'est des ETB Pokémon. Est-ce que ça veut dire qu'on peut consulter donc ça c'est l'année qui vous a précédé, c'est ça? Oui. On peut le consulter quelque part? Genre il y a des cafés où c'est dispo Je sais qu'à Côté Jardin, elle est exposée, la boîte. Je crois. Après, ceux qui veulent voir l'objet en tant que tel, je sais que la Hutte Dessinée, on s'est beaucoup investi l'année dernière. On a fait un Vinted où on présente tout ce qu'on a fait. Donc la Hutte Dessinée sur Vinted. Et on voit un peu toutes les productions. Donc si vous voulez juste voir l'objet, vous pouvez aller voir. Même voir les anciennes productions. Mais franchement, c'est cool d'essayer de tenter de nouvelles choses. Et je pense que l'idée de la boîte a été vachement bien. Surtout que c'était un truc de contrainte. Tout le monde avait une contrainte un peu différente. Donc l'idée de la boîte et d'être forcé de faire une boîte un peu comme un colis, c'était assez rigolo à voir. Alors Zach est de retour. Bye bye. Oui. Désolée d'avoir dérangé. Non, tu déranges pas, Ika, au contraire. Merci beaucoup d'être intervenu. C'est quoi vos outils préférés pour dessiner, créer? Pour le coup, c'est un peu la réponse que tout le monde a donnée je fais un peu de tout, mais en vrai, je pense que tous les artistes vont se reconnaître quand je dis que des fois je fais du crayon de couleur, des fois je suis en noir et blanc, des fois je suis sur tablette, et des fois je vais essayer d'autres trucs. Après, si je dis principalement, moi j'utilise beaucoup l'iPad, donc la tablette graphique, le dessin digital. J'utilise le logiciel Procreate. Même si normalement la majorité des gens BD utilisent Clip Studio parce qu'ils ont un mode bande dessinée, etc., qui est très pointu. Après, donc du tradi, crayon de couleur, crayon à papier, tout ça. Mais classique, j'ai envie de dire. Et toi, Zach? Alors du coup, pour mes productions personnelles, je sais que je touche à tout, du coup, traditionnel et digital. Mais pour ce qui est, du coup, production, où je sais que ça va finir, dans des... par exemple, pour le zine qui est en train d'être créé, tout ce qui va être un peu plus pro, je fais mon storyboard en digital sur, du coup, Clip Studio Pen, que Sam a bien mentionné tout à l'heure. J'imprime, du coup, ces storyboards-là pour ensuite l'ancrer au crayon à papier. Pour l'ancrer au crayon à papier, du coup en format A4 ou A3, ça dépend, que je vais rescanner pour ensuite mettre la couleur en digital. Ok. Toujours sur Clip Studio Paint. Incroyable comme processus. Je fais même pas d'ancrage perso. Je fais le crayonné et après je fais la couleur. Tu es un homme plus fort que moi. On a une dernière question pour vous. Je rappelle le nom à chaque fois pour donner le contexte. Nous, on s'appelle MUF Podcast. Le principe, c'est qu'à chacun de nos épisodes, on a un sens d'acronyme différent. Aujourd'hui, du coup, c'est le musée utopique et fantasmé. Et du coup, on voudrait que vous apportiez des œuvres à notre musée idéal, imaginaire, exposition. Donc, vous pouvez parler d'œuvres qui ne sont pas présentées à Ping Pong, de votre artiste préféré, de la personne qui vous inspire ou de vous. C'est comme vous voulez. Nos artistes préférés. C'est dur comme question là, comme ça. Ça mouche un peu tout le monde. Alors, je vais parler de la BD qui m'a lancée dans la BD. La Contrebande Society de Forest Hills. C'est le nom à rallonge. C'est de Dave Baker et Nicole Gu. Et il s'agit en fait de l'histoire de 4 étudiantes, du coup lycéennes, dans un lycée chrétien. Qui veulent se faire un peu d'argent et être populaires. Comment elles vont faire? Il y en a une qui est assez fan de manga et d'anime, mais sauf que c'est dans les années 2000. Du coup, pour s'en procurer, il faut aller chercher les CD via des personnes assez malfaisantes, on va dire. Et lorsque... Oui, malfaisantes. C'est la contrebande, en fait, à l'époque. Et du coup, quand elle se procure ce magnifique CD, on se rend compte qu'en fait, c'est du hentai à la place de l'animé. Du coup, ces 4 filles vont régler leurs 2 problèmes. Elles vont prendre le CD de hentai, vont le graver dans d'autres CD et les vendre aux garçons du lycée catholique pour devenir à la fois populaires et avoir plein d'argent. Mais plus sérieusement, c'est une histoire super cool. Genre, ça parle de thèmes de religion, de la morale
je sais pas comment ça s'appelle quand tu te sens mal de faire quelque chose mais tu le fais quand même. La culpabilité, merci. De culpabilité, il y a aussi une romance lesbienne, 2, 3, il y en a 4 même. Je crois elles sont toutes lesbiennes, sauf une en fait. Polia ? Non. Ah, quoique. La je l'ai pas lu, je peux pas répondre. Fin ouverte. Moi j'aurais dit non, pas Polia, mais c'est en vrai. Bref. Je me fais pointer du doigt, je précise. Mais ouais. Du coup, tu mets une planche, tu mets toute la série, tu peux mettre tout si tu veux. On expose tout, on a des murs infinis. Mur infini, je mets chaque planche de la BD, vraiment. Premier degré, c'est une œuvre super cool, j'adore le style graphique, c'est super dynamique, ça se lit vraiment en une traite. Bon, j'ai mis 2 heures. J'ai mis 2 heures, j'avoue. Ah oui, c'est combien de pages ? C'est 200, un truc du genre. Ah vache. Mais je lis très lentement aussi. Il y aura une très grande salle pour ça. C'est une petite salle sur le côté. Mais ouais. Très bonne découverte. Et toi, Sam ? Je suis parti chercher la planche du coup pour la montrer. Ah, une planche précise. Ça, j'aime bien ça. Ouais, attends. Le détail. Il est beaucoup plus minutieux que moi, Sam. Oh, peut-être pas. C'est super, ça montre pas du tout ce que je veux. Bon, c'est pas grave, tant pis pour vous, je ferai une description. On essaiera de la retrouver si on fera de notre mieux. Ça se trouve, je peux regarder un peu après. Tu essaieras de la retrouver, faut arrêter de mentir aux gens, Mel. J'ai pas envie de vous faire perdre du temps à chercher 10 minutes sur Ecosia. Alors moi, c'est pareil, c'est la bande dessinée qui m'a fait aimer la BD, le dessin même en général, parce que c'est quelque chose que j'ai lu très très jeune. Ça s'appelle Le phare des sirènes de Régis Lejonc et Rascal. Pourquoi tu te moques de moi ? Il y a des sirènes. Mais ça vient de là. Sérieux ? Ça vient de là. Alors la vanne dans la formation, c'est que dès qu'il y a une sirène, c'est pour moi, parce que j'aime beaucoup les sirènes. Mon mémoire est sur les sirènes, j'ai un tatouage de sirène, enfin voilà. L'homme aux sirènes. L'homme qui murmure aux sirènes. tu es Ulysse à mes yeux. Et oui, donc Régis Lejonc et Rascal. Ah, il se fait encore kidnapper. Et du coup, c'est une bande dessinée, mais c'est pas avec plusieurs cases, etc. C'est une planche et une illustration avec du texte. C'est en pastel gras, il me semble. Donc c'est assez original en plus, graphiquement, je trouve que ça très très beau. Et du coup, c'est l'histoire. Alors, très rigolo parce que la sirène dedans, c'est mon pseudo aujourd'hui. Sweetja ? Elle s'appelle Sweetja, ça vient de là. Voilà. Oh, mais ça explique tellement de trucs. Et en fait, c'est expliqué dans la bande dessinée, mais elle explique que voilà, ça c'est mon prénom, ça veut dire trésor dans ma langue, sirène et tout, et ça m'avait tellement fasciné quand j'étais enfant. Imaginez, vous êtes maman et il y a un tout petit peu de chaud qui arrive d'un coup, il fait « Maman, désormais je m'appelle Sweetja, ça veut dire trésor !» Et t'es là, mais complètement con mon gamin. Tu dis sirène, maman. La couverture est sublime. Ouais, non, c'est très très beau. Alors justement, je peux expliquer la couverture en vrai, du coup, avec l'histoire. C'est Ange qu'on voit là, qui est au début de l'histoire un jeune garçon qui vit avec son oncle qui vit de la pêche et ses parents sont disparus. Il me semble qu'ils sont décédés tous les deux, c'est pour ça qu'il vit chez lui. Et un jour, son oncle part à la mer et il ne revient pas. Bon. Il se retrouve un peu tout seul, un peu déboussolé et tous les jours, il regarde... la plage en bas de chez lui en espérant voir son oncle revenir et il voit une main un jour, il accourt et en fait il s'avère que dans la tempête ce n'est pas son oncle qui a été ramené au bord de la plage en bas de chez lui mais une sirène qui a été blessée par ces mêmes soirées, donc il va l'aider, il va la ramener chez lui, recoudre ses écailles, etc. Ils vont devenir amis, puis amants, mais c'est limite de pré-ado quoi, c'est mignon, ils ont juste un petit bisou et c'est tout quoi, c'est innocent. Et malheureusement, bon, je vais avancer très vite dans l'histoire, mais il va se passer que c'est la Première Guerre mondiale. Ouf. Et il va être appelé au front. Il va essayer d'appeler sa sirène, mais les soldats qui sont venus le chercher vont essayer de lui tirer dessus, etc. Enfin, c'est une catastrophe. Il va donc être envoyé là-bas. Il va tatouer le prénom Sweetja sur son cœur, parce que c'est là où elle est. Dans son cœur. Oh. C'est beau, hein? C'est super beau. C'est trop mignon. J'attends un homme qui fasse ça pour moi. Same. T'inquiète. Tatoue mon prénom sur tes pecs. Vraie preuve d'amour. Et c'est terrible, mais en fait, il va se prendre un obus juste à côté de son visage, donc ça va devenir une gueule cassée. Mais c'est déprimant ce que tu nous racontes. C'est déprimant. J'avais 6 ans, donc j'étais là, dis-moi un obus. Bah, je comprends que ça t'ait marqué. Bah ouais, et on montre pas son visage. En fait, il veut pas montrer son visage. Et en fait, la guerre est finie, il rentre chez lui, mais il est défiguré. Et ça le touche énormément parce que du coup, il se dit, mais jamais elle va me reconnaître.
en fait. Jamais elle ne me retrouvera beau. Et il va demander à habiter dans un phare. Et tous les jours, il va dessiner Souidja, sa sirène, de ses souvenirs. Et tous les jours, il va jeter les dessins à la mer en espérant qu'elle tombe dessus et qu'elle revienne. C'est magnifique. C'est trop beau. Et ça m'a beaucoup Ça donne marqué. trop envie de découvrir. Merci Mais beaucoup pour le conseil. Il y a une vraie carte dedans en disant le phare des sirènes est là. Et quand j'étais enfant, je prenais la BD quand j'allais à la plage en disant allez hop, je vais retrouver ce phare. Et voilà. Trop chouette. Mais c'est une super BD, vraiment, je la recommande énormément. Bah merci beaucoup à vous en fait. Merci à Pas vous. de souci. C'était très intéressant et touchant. Merci. Et on va mettre les liens de la hutte dessinée pour que les gens viennent acheter tout ce que vous prenez. Merci. Et vos Insta si vous voulez mettre. Insta perso. Eh ben vas-y, ça commence. Alors moi c'est @genderking_ZC. Et moi c'est @Souidja S Tiens. WIDJA tiré du bas. Super. Et voilà, de toute façon Souidja, on tape sur internet, c'est tellement un mot aléatoire que on tombe forcément sur moi, j'ai l'impression. Mais t'avais pas fait un truc où t'allais sur Google, tu tapais Souidja et t'étais Oui, le premier truc. Ouais, j'étais le premier truc. Donc c'est Très un peu bon flex. Non, je suis avant la BD, ça me dérange. Objectif, rencontrer les auteurs et leur dire en mode c'est moi. Oui. C'est moi qui ai niqué le nom. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour sur Ping Pong. Vous êtes en direct du stand de Bienvenue. Lisoli. Oui. C'est enchantée Liso. Mais qui est cette Bonjour. voix qu'on reconnaît, que vous Qu'on ne connaissez connaît par pas cœur? du tout. Qu'est-ce que t'inventes là? Présente-toi, Et Liso. vous me reconnaissez, les Girls and Boys. J'étais dans l'épisode 10 De la saison 1. de la saison 1, oui. Oui. Et t'es aussi dans l'épisode de l'anniversaire. Oui, c'est vrai, on t'entend un peu. Oui, un Et petit peu. Tu en poses une chouille, question c'est vrai. sur la tier list. Ah oui, c'est vrai, c'est l'épisode tier list. Et ben ouais, là on est en direct du FRAC. J'ai un petit stand où je vends mes illustrations, Oh mes là là. cosplays, mes mini-zines et mes Stickers. stickers. Voilà. Ça se passe bien pour toi le week-end déjà? Premièrement, comment vas-tu? Je suis extrêmement fatiguée parce que je dois préparer mes marchés de Noël. Cependant, ça se passe bien. C'est compliqué parce que j'ai beaucoup d'anxiété sociale et qu'il faut beaucoup aller vers les gens, faire des contacts. Ouais. Il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir autour du stand qui est bien défini. Donc Ouais. il faut vraiment aller vers les gens, se balader dans l'espace et être à l'aise, ce qui est compliqué. Mais c'est une expérience intéressante. On peut dire, Marie expliquait tout à l'heure que c'est la première fois qu'il y a des stands dans la salle d'expo, donc au milieu des œuvres de l'exposition actuellement installée. C'est ton cas, Aliso, tu es dans la salle d'exposition Je du suis FRAC. dans la salle d'expo et en plus une exposition incroyable avec exclusivement des femmes Oui. qui sont exposées. Oui, c'est les acquisitions de la collection depuis 2020, il me semble. Alors ça, j'ai pas les datas. Et tu es, je donne un détail sur l'expo en cours, tu es devant ma deuxième collection d'œuvres préférée de cette expo, qui est des planches de Catherine Meurice, une autrice de BD que j'adore. Ok, d'accord. Voilà. On l'a déjà dit. Je vais devant ma 16e œuvre liard préférée, mais uniquement de la région Picardie. Désolée aux gens qui zozotent, on vous aime. Est-ce que tu veux bien nous présenter un des trucs que tu montres et que tu exposes aujourd'hui? Oui. Et ben, on va partir sur un de mes nouveaux produits entre guillemets parce que cette année j'ai enchaîné contrat après contrat et j'ai pas eu le temps de bosser sur mon art à moi, à part sur des mini-zines. Et j'ai notamment fait un mini-zine qui s'appelle Comment dire je t'aime, mais on va plutôt se diriger vers le penser en vrac car il n'a aucun succès auprès du public. Alors je vais vous l'imposer. Le mini-zine penser en vrac, c'est juste moi des fois j'ai des pensées et je les note et ensuite je les mets dans des mini-zines. Je peux décrire, mon Oui. rôle est de décrire visuellement les trucs parce qu'on est à la radio. Donc c'est un zine, si vous connaissez un peu les zines que font les graphistes, c'est genre une feuille qui est pliée d'une certaine manière pour que ça fasse un petit livret, mais c'est genre une seule feuille à la base. Et donc le livret fait un format de genre 5 par 8, un truc comme ça, c'est petit, c'est un petit format. Ouais, c'est un format 4 plié en 8 calculé. Et il y a 21,29,7 divisé par 8. Ah, débrouillez-vous. Hein. Pas tout faire pour vous. Hein. Et donc il y a 8 pages avec des magnifiques Ouais, illustrations plus et ou du moins, texte. Avec Trop des bien. petits textes comme par exemple et si on remplaçait le verbe renifler par crouspirer en mode respiration croustillante.
Mais il y a aussi des choses beaucoup plus sérieuses et intimes comme un ciel bleu sans nuages, ça m'angoisse, j'ai l'impression de me noyer dedans, j'ai besoin d'aspérité pour exister parce que je suis un poète de fou en fait. Voilà, trop donc bien. Là c'est le numéro 1 mais je compte en faire environ 16 milliards d'autres. Wow. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux afin de découvrir mes prochains mini-zines. Oui. J'avais écrit une question pour toi. Il y a un suspense de fou là. Le suspense est fou. Oh là là, mon cœur bat la chamade. Bah déjà, peut-être tu peux nous parler de tes techniques d'abord. T'en avais déjà un peu parlé oui, mais quand t'étais venu dans Muf. Technique de drague. Ouais, là là. Tes meilleures, j'en ai des tonnes. Mais ta meilleure punchline. Ma meilleure punchline. Ça fait trop longtemps que j'ai pas dragué quelqu'un, je n'ai aucune idée. Est-ce que tu t'es fait mal? Non. En tombant du ciel? Oh waouh. Je rougis là, non. T'es pas essoufflé? Si, un peu. À force de courir dans ma tête. Mais en fait, il faut que je les rapprenne et c'est trop bien en fait, les pick-up lines. Mais t'en as un stock, meuf? Oui, je suis une meuf sur TikTok et en fait beaucoup. Oh, quelle passion. Non, mes techniques de dessin, en fait, j'utilise plein de choses. Moi, maintenant, je me définis en tant qu'illustrateur tout-terrain, ou illustratrice, ou illustratrice d'ailleurs, tout-terrain, c'est-à-dire que j'ai un style que j'ai développé au fur et à mesure des années, qui n'évolue plus trop en ce moment, mais qui réévoluera quand il le voudra. Et je dessine partout où je peux, sur des murs, sur des dessous de verre, sur des mini-zines, je fais partout où je peux, j'adore dessiner, sur de la peau aussi vu que je tatoue. Et en ce moment, je suis un petit peu obsédée par la peinture, donc la peinture acrylique en monochrome et la peinture sur verre, voilà. Super, ça t'en avais pas parlé, donc ça c'est super en fait. Les nouvelles compétences de Lizoli. Oui, on a passé une année foisonnante, pleine de nouvelles compétences. J'ai l'air hyper blasée, je suis désolée mais je suis épuisée en fait les potes. C'est vraiment un post LinkedIn avec un emoji fusé à la fin, genre une année foisonnante. Je me rends compte que j'ai une voix de robot mais je suis épuisée. Maintenant j'ai une autre question qui n'est pas pareille. Si tu étais une technique artistique, tu serais laquelle? Oh waouh. C'est bon, je me souviens de cette question. Je sais même pas comment elle s'appelle cette technique, mais Maëlle, peut-être que tu vas pouvoir me la retrouver. Quand tu mets de la peinture à l'huile sur une plaque de verre. Du monotype? Du monotype. Je pense que je serais du monotype parce qu'il y a ce côté où tu peux vraiment faire des choses extrêmement précises, mais peu importe l'énergie que tu vas y mettre, au final, quand tu vas l'appliquer sur la feuille, ce sera hyper aléatoire. Je pense que ça me définit bien. C'est pas mal. T'es trop fort à ce jeu. Hein. C'est une J'adore ce jeu. Et vous, quelle technique vous seriez? Mais il faut pas me poser ces questions-là, moi. Louise répond. Je pense comment ça s'appelle? J'ai peur de drop un mot qui est un truc sexuel. Le dripping de Pollock. De Pollock. Une technique qui a été popularisée par des hommes mais inventée par des femmes. Une femme, ouais. Et je ne me souviens pas du nom de la femme. Comme tout, oui, c'est vrai. Oui, qui était littéralement une femme au foyer qui a fait ça. Et après il a fait c'est super. Bah je vais le reprendre. Et le pire c'est que nous-mêmes, alors qu'on est des féminazis comme on nous appelle dans le milieu, je déteste ce terme. On se rappelle de Jackson Pollock et pas de la meuf d'avant. Il y avait un jour, genre une semaine où j'ai essayé de la relire tout le temps pour essayer que ça me rentre dans la tête. Non, mais c'est affreux, je n'arrive pas. C'est un truc de fou. À quel moment t'as du dripping? Je vois pas le rapport avec toi. Ah oui, j'avoue. Tu l'as, Liso, ou pas? Parce que je pleure tout le temps. Wow. Et que globalement le résultat est pas si ouf. Et bah si je puis me permettre, moi je pense que je t'aurais attribué le lavis avec de l'aquarelle, qui est aussi beaucoup en lien avec les larmes et l'eau, qui a aussi ce côté où tu sais pas vraiment ce que ça va rendre, mais il y a un côté plus doux et plus pastel que dans le dripping. Ok, ouais, moins violent. C'est ça. Ok, bah ça me va, merci. Moi, intuitivement, je dirais du pastel à l'huile, mais je sais pas argumenter à ce jeu, donc. Parce que t'aimes bien ça, Maëlle? Non, mais parce que c'est goofy et maladroit, mais en même temps c'est sympathique et accessible. Oui, c'est vrai. Et c'est des couleurs vives. Enfin, ça peut être des couleurs en vrai, vives. j'aime beaucoup parce que je suis assez d'accord que et c'est gras. Pas grand et j'adore monde le gras. Utilise ça et pourtant c'est hyper accessible. Voilà, c'est ma propale. Et bravo, tu t'améliores. Ouais, je comprends ce jeu au fur et à mesure. Liso, est-ce que t'es fort au ping-pong? Je suis
plutôt à chier. Je vais pas se mentir. Même sur une tournante, je suis capable de regarder ailleurs et de pas réussir à attraper la balle. D'oublier de tourner. En mode jeu de raquette en général, pas. Je pense que je suis nulle en tous les jeux de raquettes, sauf raqueter les petites gens dans la rue. Tourne-moi ta thune, ça va. Mais à part ça, tout ce qui est à base de raquettes, badminton, tennis, ping-pong, tout squash. Ça. Paddle. C'est quoi la différence entre le squash et le paddle? Il y en a un avec un cheval et l'autre non. Non. Ah. C'est faux entièrement ce que tu viens de dire. Tellement cru fort. Non, Je par suis contre, fatiguée, je suis épuisée. le squash c'est dans une salle fermée et tu fais rebondir contre les murs et le plafond. Mais ça a l'air trop dangereux ça. C'est ultra dangereux vraiment. C'est dangereux puis en plus c'est un sport de personne qui a pas de potes quoi. Et c'est un sport de riche de ouf non? C'est pas un sport de riche. Oui. Bon ça ne tente pas des masses. Les riches qui n'ont pas de potes, c'est bien connu. Hein. On a une dernière question Liso. Ok. Alors, donc MUF aujourd'hui, ça veut dire musée utopique fantasmé ou fantasmagorique, on choisit. Ok. Et du coup, on demande à chaque fois à tout le monde d'ajouter une œuvre à notre exposition, à notre musée. Ça peut être une œuvre de toi, ça peut être une œuvre que tu as vue ici, ça peut être... comment j'ai pas compris le principe. C'est juste, c'est un musée fictif qui existe que dans nos têtes. Et on te propose d'y ajouter... J'avais pas dit fictif. D'y ajouter une œuvre, sachant qu'on a mur infini, moyen infini, donc c'est tout ce que tu veux. Moi je propose de rajouter dans ce musée fantasmagorique le verbe crouspirer. Très bien. qui est clairement bien mieux que renifler encore une fois. Donc tu le vois affiché comment? En mode comme dans ta zine? Comme les personnes qui nous écoutent l'imaginent en fait. Okay. C'est un musée imaginaire. C'est vrai. Très bien. Et super. Ravi. Merci beaucoup. Un plaisir. Allez, je vais retourner travailler désormais. Et vendre énormément. Essayer en tout cas. Bon, merci Liso. Bye bye. Eh bien, nous sommes avec Léonard de Schnapside. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Tu viens de Quimper? Eh ben pas du tout. C'est là. Ah non. Oh le prank. Non mais c'est très drôle parce que en gros, on est un duo qui a fait ses études à Quimper, mais maintenant on habite à Marseille et à Nantes. Et oui d'accord. Du coup, moi-même j'ai été surpris en arrivant sur le stand de voir qu'il y avait la petite affiche marquée Quimper. C'est une erreur totale. Mais Christophe qui travaille au FRAC vient de Quimperlé et je pense qu'il y avait un truc de nostalgie, il avait un peu envie de mettre en avant Quimper et bon moi ça me dérange pas, je trouve ça très drôle et moi aussi j'ai un peu de nostalgie pour Quimper donc toi t'es quand même breton de base, c'est pas totalement du fake. Non c'est pas totalement du fake. En vrai c'est là où on est né. Schnapside est né mais elle ne vit plus là-bas là maintenant. D'accord. Donc est-ce que tu dirais que tu es là pour représenter, j'espère que je vais pas me tromper, le 35? C'est pas le bon, je me suis trompé. Le 35, je crois que c'est Ille-et-Vilaine dans le 35. Oh non, le flop. Je me suis trompé. 29. 29. Ah, 29. Oh, bien joué. Bah oui, mais deuxième essai quoi. Donc on coupera. Ouais, on coupera. On trichera bien sûr au montage. Bien sûr. Du coup, vous êtes deux. C'est ça. Ouais, Jeanne Arsac. Ok. Ça vient d'où le nom de Schnapside? Ça vient de l'allemand. Il y a un mot qui se traduit pas avec un seul mot en français qui s'appelle Schnapside. Ah ok. Et parce qu'en rajoutant un petit E, on a enlevé le E pour que ça puisse sonner peut-être un peu plus. Schnaps, c'est pas un alcool, une boisson? Ah pour moi c'est Mais ça peut être aussi une insulte un peu non ou un truc. Et là en tout cas dans ce contexte, c'est peut-être aussi une insulte, je ne sais pas. Mais en tout cas là ça Schnapside, c'est les idées que tu as sous l'effet du schnapps. Donc ça parle d'idées un peu folles que dans lequel tu te lances sans trop réfléchir et donc au-delà de l'effet alcoolique de la chose c'est vous êtes des Bretons hein. Oui c'est vrai il faut dire ce qu'il est Schnapside Quimper quoi. Non mais au-delà de l'effet au-delà de l'alcool c'est des idées nous comme on l'interprète des idées sous une forte euphorie où on se lance dans quelque chose et on y va et on verra après quels sont les paramètres et en fait je crois qu'on fonctionne un peu comme ça et en tout cas c'est aussi comme ça qu'on a lancé cet assaut et dans nos projets on a une idée, on y va et après on se dit ah oui ça c'est un petit peu compliqué mais bon on est dedans et du coup ça nous représente bien un peu ce truc d'idées folles sous euphorie. Il y a beaucoup d'éditions qui sont nées sous des discussions presque des fois des blagues et qui ont lancé un projet éditorial quoi. Ok.
Trop chouette. Et bah justement, est-ce que tu veux nous présenter un des projets avec lesquels tu es venu ici ? Eh ben, j'allais, en disant les mots d'avant, j'allais rebondir là-dessus. Après, je me suis dit, est-ce que c'est ce qui est attendu ? Donc je l'ai pas fait. Mais par exemple, ça, c'est un recueil de 11 tests de personnalité. Et donc, c'est un peu justement venu de quand on se retrouve pour travailler avec Jeanne, vu que moi j'habite à Nantes et elle à Marseille, on a des temps où on se retrouve. Et on aime bien faire des tests de personnalité parce qu'on trouve ça assez intéressant. C'est un peu comme l'astrologie. Je trouve que l'important, c'est pas de savoir ce qui est scientifiquement vrai ou pas, mais c'est plutôt un outil de comment tu te racontes, comment tu joues avec toi-même et voilà. Sauf que en vrai, il y a quand même beaucoup de tests de personnalité qui sont un peu soit clichés, soit stéréotypés, où tu vois tout de suite où ça t'emmène. Ouais. Et du coup, on a voulu en réécrire des tests qui nous ressemblent le plus, donc un peu plus absurde, un peu plus drôle, un peu plus poétique et un peu politique sur certains aspects, et aussi inclusif. Alors, est-ce que je peux décrire l'objet ? Tu peux tout à fait décrire l'objet. Alors, donc ça s'appelle Echo ou Echo & Co. Echo & Co. C'est le numéro 1. Exactement. C'est un petit livret format A5, je dirais, peut-être un peu plus petit, imprimé en riso noir, jaune et rose fluo. Donc avec des petits mix qui fait du orange très joli. Et alors, je vais flex, je crois que le titre c'est de la Crix, la fonte. Bah ouais, mais c'est trop. Waouh, je suis impressionné. Bien joué, c'est tout à fait de la Crix. Ouais. Et alors, j'ai pas vu l'intérieur. Enfin, si, je l'ai feuilleté tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié parce que j'ai regardé tout le reste. Est-ce qu'on peut feuilleter pour voir les tests ? Exactement. Il y a des cases et tout. Ça a l'air trop chouette. Alors, en fait, au tout début, il y a même une fiche pour noter les résultats vers les premières pages. Et ça, on va aussi un peu flex parce que on a mis. On le voit pas très bien là sur le papier, mais il y a un petit coup, un peu comme les chéquiers, tu peux détacher la feuille et du coup avoir ta fiche de résultats. C'est prédécoupé. En fait, tu peux détacher et ensuite tu te balades dans l'édition et tu notes tes résultats au fil des questions. Okay. Magnifique. Et est-ce que c'est de la Adelph à l'intérieur ? Non. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment de la C'est juste pour flex perso, hein, ça n'a aucun intérêt pour les gens. C'est très cool. Et donc il y a des petits pictos pour répondre aux questions. Quelle Jeanne es-tu ? Ouais. Bah ça c'est le Quelle bille es-tu ? Est-ce que la biélorussie t'attire ? Je spoil le contenu du livret. Tu peux. Incroyable. C'est très chouette. C'est trop bien. Et donc voilà, et on est très content de cette édition, surtout que donc au-delà des festivals et des salons, on diffuse aussi beaucoup dans des librairies. Et en fait, c'est assez, bon là c'est le moment où je vais me jeter des fleurs, mais c'est aussi, enfin c'est juste pour dire que ça fait plaisir. Elles sont hyper bien vendues et en fait il y a un truc où on s'est dit que c'était peut-être aussi un format qui n'existait pas tant que ça de tests de personnalité, mais un peu plus actuel, un peu plus woke, n'ayons pas peur des mots. Bien sûr, twister un peu le concept. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, on est ravis et on va en réimprimer là en rentrant du festival. Et voilà. Trop cool. Bah, félicitations. Parce que là, on est en rupture de stock en fait. C'est les 3-4 derniers là. Ah waouh. Bah, en même temps, c'est très ludique quoi. Donc oui, je pense c'est ça. Je pense que ça donne très envie en tout cas. Est-ce que c'est avec ça que tu as gagné la raquette d'or ? Eh ben, il me semble qu'ils l'ont mis au stand entier parce qu'ils ont dit qu'il y avait plusieurs éditions qui s'aimaient bien. Ah d'accord. Donc encore une fois là, c'est pour flex. Ouais, mais c'est pas mes mots, bah merci. On était trop contents. Enfin, bon, ça te fait quoi ? Premier ressenti. Ça vous. Est-ce que tu as pu communiquer l'info à ta partenaire qui n'est pas présente ? Exactement, parce que déjà, je crois que avant de venir, j'étais même pas au courant qu'il y avait un prix qui allait être décerné. Du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant non mais ouf, on a gagné la raquette d'or. Et je trouve ça trop chouette que ça existe dans ce festival-là parce que en fait c'est juste chou et agréable parce qu'il y a ce truc qui est très symbolique, qui n'a pas de valeur ou de reconnaissance en dehors du festival. Mais en même temps, c'est quand même un truc où c'est hyper agréable d'avoir discuté avec les étudiants et étudiantes. Et puis c'est un peu valorisant, ça fait plaisir de recevoir un prix même s'il est symbolique. Et du coup, je trouve ça trop bien et ça représente bien aussi comment ce festival se construit autour de quelque chose de très familial, ou en tout cas chaleureux, et autour du vivre ensemble qui est assez cool. Enfin moi je recommande très vivement ce festival que j'adore. Trop bien. Trop bien. Tu veux décrire le prix, Maëlle ?
Ah oui. je fais l'audio description. Oui, c'est donc, depuis le début. Alors c'est une petite statuette relativement petite. C'est plus petit qu'un César. C'est peut-être un quart de César en termes de volume. On a donc. Je pense que les Césars c'est grand. Moi je dirais un demi-César. Un demi-César alors. Avec un petit socle. Ne minimise pas mon trophée s'il te plaît. Elle peut juste flex elle en fait. un socle en bois avec en sticker vert fluo. Enfin vert. Quelle police s'il te plaît? Eh ben je ne sais pas. Je crois que c'est. Attends, c'est peut-être la fonte du frac, je sais pas. Peut-être potentiellement. Donc avec écrit 2025 ping-pong et donc la sculpture qui est l'essence de la statuette qui est 4 sphères blanches, donc 4 balles de ping-pong empilées verticalement. C'est très joli, c'est très élégant, c'est vraiment totalement un sextoy par contre. Oui, c'est très vraiment évidemment. Et le socle est approprié. Oui, du coup c'est bien qu'il y ait un socle. Oui. Et voilà. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne sur une autre édition ou si vous avez d'autres questions? Enfin, je sais pas comment vous voulez. Eh ben, on peut te poser une dernière question. La question qu'on pose à tout le monde. Okay. Notre podcast s'appelle MUF. Okay. Et aujourd'hui, MUF, ça veut dire MUF. Okay. C'est un acronyme à géométrie variable et aujourd'hui, ça veut dire Musée Utopique Fantasmé. Ok, pas mal. C'est un musée fictif qui n'existe que pour le temps de l'après-midi pour ping-pong. Okay. Est-ce que tu veux ajouter une œuvre sans limite d'espace ou d'argent et pas forcément lié à ping-pong, ça peut être une œuvre à toi mais une œuvre d'un artiste dont ton artiste préféré. Donc ce serait d'écrire une œuvre ou faire une œuvre en live? Plutôt une œuvre qui existe. Ouais, une œuvre qui existe ajouter déjà à notre exposition. Qu'est-ce que j'ajouterais à cette exposition J'adore déjà le nom, c'est super. Je vais prendre 2 petites secondes de réflexion. Bien sûr. Pas de souci. Eh ben, peut-être c'est un peu auto-centré, mais il y a une perf que j'ai fait cet été qui me fait un peu penser à ce truc d'utopie fantastique où ça s'appelle Dictée de peinture. Et en fait, il y a un personnage qui s'appelle Professeur Art, que j'incarne, qui est une sorte de professeur un peu farfelu avec des grosses taches de peinture sur lui, qui fait des dictées de peinture à tous ceux et celles qui le veulent, parce qu'il trouve que on enseigne très bien le français, on enseigne très bien, relativement bien les maths, on enseigne très bien plein de langues, mais les enfants ne savent pas parler l'acrylique, et donc du coup il fait des dictées de peinture, donc il a comment on appelle ça, un pupitre sur lequel il y a une peinture qui peut être diverse, qui peut être une peinture d'un autre artiste, enfin souvent d'autres artistes, une peinture connue, une peinture pas connue, et comme une dictée de mots, il va la décrire avec des mots et où toute la ponctuation va être pinceau rouge, pinceau jaune, parce que le public a une toile vierge et plein de pinceaux de différentes couleurs. C'est trop bien. Et donc chacun et chacune dessine au fil de la dictée, parce qu'il y a un rythme, il ne faut pas être trop en retard, sinon comme dans une vraie dictée de peinture, moi ça m'angoissait beaucoup les dictées de peinture quand j'étais petit. Et en fait, à la fin, chacun et chacune a fait un tableau qui se ressemble et en même temps est très différent, et donc on met en commun tout ce que tout le monde a fait et on révèle la peinture originale, et donc ce truc de utopique fantasmé, ça m'a fait un peu penser à ça, dans quelque chose de un peu éphémère, presque un peu spectaculaire, et voilà. Trop chouette. Alors, c'est quoi le titre de cette performance? La dictée de peinture. Dictée de peinture, ok, très bien. Eh bien, on mettra les références de Schnapside et de cette performance dans la description de l'épisode. Et vous avez un Insta? Ouais, ça s'appelle snapside.print. Très bien. Trop bien. Allez-y, parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés dessus. Et, abonnez-vous! Et les réseaux actuellement gèrent beaucoup de choses, donc on serait heureux d'avoir plus d'abonnés. Très bien. Ça marche. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est trop bien. Bisous. Nous sommes toujours à Ping Pong et nous sommes avec Philippe Piguet. Philippe, bonjour. Merci de venir discuter un peu avec nous. Tu es très relié au FRAC. De toute façon, tu as fait beaucoup de commissariats. C'est quoi ton lien avec le FRAC exactement? Ça fait longtemps? Mon lien avec le FRAC, il remonte à 32 ans. 33 ans, puisque j'étais au comité de sélection au début des années 90. Sélection des œuvres de la collection. Au comité, d'achat. Et puis quand Pascal Neveu est revenu, est venu ici prendre la direction, il m'a, comme tu le rappelais, proposé 3 commissariats étaient 22, 23 et 23, 24, 25. Oui, c'est avec notamment Julien Benetton, Iris puis ensuite Levasseur. avec Massinissa Selmani, et puis cet été avec Iris Levasseur.
Et puis de plus, maintenant, je fais partie aussi du jury du festival Art et Jardin. Ah, ok. C'est pour ça que je suis là. C'est parce que demain matin, on est le jury. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Okay. Et tu en profites pour visiter le salon ping-pong? Bah, du même coup, comme j'ai vu qu'il y avait ping-pong et que j'aime beaucoup cette maison et toute l'équipe, je me suis dit, je vais venir faire un tour. T'as repéré des artistes sur ping-pong? T'aimes bien le festival? Oui, absolument. Je l'ai dans la poche. Elle s'appelle Marianne Tricot. Oui, on l'a interviewée tout à l'heure. Et franchement, magnifique, je suis persuadé que c'est un très bon boulot. Vraiment un très très bon boulot. Je n'en connais pas plus que ce petit livre que j'ai dans la main, sauf qu'on a échangé nos coordonnées. Moi qui suis parisien, elle habite à Saint-Denis, en collectif. Ça me donne extrêmement envie d'aller voir. D'ailleurs, on a presque déjà décidé avec Pascal Neveu d'y aller ensemble. Ah. Car on fait souvent des visites d'ateliers comme ça. Sinon, il y a une autre personne avec qui j'ai longuement parlé tout à l'heure qui s'appelle, alors le nom de famille, Léa Mascarex. Oui. Qui présente beaucoup de travaux floraux. Et puis surtout, on a parlé technique parce que j'étais très curieux de savoir ce qu'était précisément la risographie. Je n'avais pas encore la réponse. Je connaissais, mais je n'avais pas la réponse. Comme je connais très bien l'art de l'estampe, c'est aussi pour ça que je viens dans ce genre de salon, parce que dans mes différentes activités, notamment à Thonon-les-Bains, en bordure du lac Léman, où je sévis depuis 18 ans, responsable de la chapelle de la Visitation, 4 expos par an, donc 68e bientôt expo. Là, en ce moment, c'est Raphaël Péria. Ah oui, d'accord. Une Amiénoise. Une Amiénoise. Une Amiénoise. Qui a une œuvre dans la collection. Oui, tout à fait. Oui. Du Frac. Oui, qui avait fait une résidence ici d'ailleurs. Tout à fait, oui. Toute une année. Et justement, là-bas à Thonon, on a créé une artothèque parce que j'avais très envie qu'il y en ait une. Alors j'ai fait un don d'une 50aine d'œuvres de ma collection, parce que maintenant j'ai un âge où il faut se débarrasser. Et c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre de l'estampe, de l'édition, ça m'a toujours énormément séduit et intéressé. Question, parce que je te connais un peu moins, Louise, vous vous connaissez un petit peu. Est-ce que tu as aussi, toi, une pratique artistique au-delà du commissariat Heureusement que non, pour l'art. D'accord. Non, ça je l'ai toujours dit. Enfin, c'est pas que je sois pas pour le mélange des choses, mais non, je suis incapable. D'accord. Totalement incapable. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Sinon qu'effectivement, prendre ma plume et passer prendre l'ordinateur et écrire la plume jadis, ça je crois que je sais faire pas trop mal puisque on me donne encore des choses à faire. D'accord. Non, moi c'est le regard, oui, c'est ça, c'est le regard, l'analyse. La découverte aussi la découverte de plein de nouveaux artistes. Ah oui, ça alors, la preuve, Marianne Tricot, voilà une nouvelle artiste. Je sais pas si ça fera quelque chose de plus, mais en plus, elle fait du pastel. Elle vient de faire cette résidence au Canada. Tout ça, ça me parle beaucoup. Comme tu étais au jury de sélection, t'as une œuvre préférée dans la collection du Frac ? J'aime beaucoup celle de Myriam Michita. Ah oui. Cette femme contorsionniste, on va dire. Oui. Rouge. Pardon ? Elle est rouge, cette Non, elle est noire. Ah bon ? Ah, je confonds avec une autre. Je crois même qu'elle est à la pierre noire. Elle est sur le mur, quand on rentre sur le mur du fond, là. D'accord. Non. Myriam Michita, qui est une artiste que je connais depuis déjà plusieurs années. Bon, bien entendu. J'aime beaucoup Françoise Petrovitch, mais le dire maintenant, ça me paraît presque une tarte à la crème, alors que moi, j'ai fait une exposition avec elle il y a 20 ans au cabinet d'art graphique du musée de Saint-Étienne. Donc, faut peut-être donner un peu de contexte pour les gens qui écouteraient et qui connaîtraient pas Françoise Petrovitch. Alors, Françoise Petrovitch, elle a beaucoup été exposée ici. Elle a beaucoup été exposée ici. C'est surtout une femme, elle a une 60aine d'années. Elle vient d'être nommée à l'Académie des Beaux-Arts. D'accord. Donc elle va devenir académicienne, donc elle va devenir éternelle, comme les membres de l'Académie française, c'est la même maison. Mais surtout, c'est qu'elle a fait une œuvre graphique très importante. Elle a été très longtemps prof à l'école Estienne, et son univers est un univers qui passe beaucoup par un dessin assez simplifié, assez synthétique, et qui est adossé beaucoup sur une iconographie qui a à voir avec
on va dire le monde de l'enfance, mais même ce monde-là pour un adulte, si je puis dire. Donc c'est souvent des figures effectivement plutôt d'adolescents, et puis aussi des éléments d'animaux, des oiseaux. C'est un très beau travail, remarquable. Hein. J'ai eu la chance d'être le directeur artistique pendant 10 ans d'un salon qu'on aime bien, je crois, qui s'appelle le Salon du dessin contemporain. Et on avait toujours, on était ravis qu'elle soit là avec la galerie Sémiose. Donc c'est une femme. Aujourd'hui, voilà, c'est plus une jeune artiste, hein, mais c'est une artiste de très grande qualité qui a eu un regard et qui a une visibilité assez considérable entre la BNF, donc très belle exposition il y a plusieurs années de cela, beaucoup d'endroits. Et il y a une œuvre d'elle actuellement exposée au FRAC. Dans les nouvelles Absolument, acquisitions. dans les nouvelles acquisitions. Si vous écoutez cet épisode peu de temps après sa sortie, vous pouvez venir voir un très beau dessin en très grand format. Plusieurs morceaux, plusieurs très très belles pièces. Et puis celle donc de Myriam Meshita. Deux mondes très différents, totalement opposés. Mais c'est ça la vertu du dessin, c'est sa richesse et sa différence. Est-ce que t'es fort en ping-pong ? Je suis pas trop mauvais. J'aime bien ça. Ah ouais ? Oui, pourquoi ? Tu veux qu'on aille faire un ping-pong ? Pourquoi pas ? Je sais pas si c'est très bonne. Je fais ça rarement. T'en as pas fait là au coin où il y a une table de ping-pong ? J'en ai pas fait là parce que hors micro, si j'ose dire, mais pas hors micro. Je me suis fait opérer du genou il y a 3 mois, alors je veux pas faire trop de folie là-dessus. Ah oui, en effet. Je me méfie un peu. Mais c'est un truc que j'aime bien faire, mais que je ne fais pas du tout régulièrement. Mais quand l'occasion se trouve, j'adore faire du ping-pong. Alors, une petite dernière question. T'as parlé déjà beaucoup d'œuvres. Notre podcast s'appelle MUF. Et aujourd'hui, MUF, c'est en 3 lettres. MUF. Aujourd'hui, MUF. On change d'acronyme à chaque épisode, en fait. C'est ça. De sens. D'accord. Et aujourd'hui, ça veut dire Musée utopique fantasmé. On imagine un musée fictif qui n'existe que le temps de l'après-midi. Ouais. Est-ce que tu voudrais y ajouter une œuvre ? Sachant que tu as déjà cité beaucoup d'artistes, mais tu peux... Ajouter une œuvre, oui, on va ajouter une œuvre à MUF. Ouais. Musée utopique fantastique. Fantasmé. Fantasmé, pardon. Fantasmé. Mais c'est pas la même chose. Qu'est-ce que on n'a aucune limite d'espace ou d'argent ou de quoi que ce soit. D'accord. Je suis en train de chercher une œuvre dans ma collection. D'accord. Que tu nous prêterais donc. Il faudrait que je vous la prête vraiment. Non. On va quand même choisir une œuvre de John Mitchell. Ok. Un pastel de John Mitchell. C'est pas une jeune artiste, cette immense artiste américaine. J'aime beaucoup le travail de John Mitchell. J'ai eu la chance de la connaître. Et je trouve que ce serait pas mal parce que je pense que ça fait fantasmer beaucoup de collectionneurs. D'accord. Je connais pas du tout, personnellement. C'est la #1 des États-Unis, version artiste femme américaine, morte il y a 30 ans. D'accord. Et qui a eu la dernière exposition, c'était une énorme exposition à la Fondation Vuitton à Paris. Ok. D'accord. C'est un monstre. Hein. Alors quelle œuvre on met d'elle ? Quelle pièce de son œuvre ? C'est une pièce, c'est des pièces qui s'appellent sans titre. D'accord. C'est malgré tout une vision sublimée, peut-être fantasmée, du paysage vu en sortant de son atelier, vu sur la Seine, quand elle habitait à Véteuil. Très bien. Donc on va dire c'est une espèce de paysage intérieur. Ok. Dans tous les cas, on mettra toutes les œuvres que tu viens de citer dans la description pour que les gens puissent aller voir, parce que c'est de l'audio, mais on a envie que les gens puissent aller voir après. L'œuvre, elle a peut-être été vue par ceux qui vous écoutent, puisque j'avais prêté justement cette œuvre à Soissons dans l'exposition sur le pastel. D'accord. Qui a eu lieu tout l'été. Ok. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Avec nous. Allez, bonne suite. Bon festival. Salut Luluge. Salut Luge. Salut Luge. J'adore. Comment tu vas ? Bien, super. T'as passé un bon week-end sur Ping Pong ? Ouais, carrément, c'était trop chouette. C'est un lieu que j'adore, le FRAC, et du coup, je suis trop contente d'y présenter mon travail. Et il y a eu plein de gens hyper chouettes qui posent plein de questions, donc c'est trop cool.
Trop bien. C'est la première fois que tu exposes au FRAC ? Enfin, au ping-pong, je veux dire. L'année dernière, j'avais été invitée par une amie qui avait un stand et du coup, j'avais un petit bout de table, mais c'est la première fois que j'y suis vraiment genre pleinement en tant que Luluche, quoi. Trop bien. Ok, trop bien. Ton stand est magnifique. Oui, vraiment. C'est adorable. Il y a de toutes les formes, de toutes les couleurs. C'est trop stylé. Comme à chaque fois, c'est pas la première fois que. Enfin, on se connaît un petit peu et je te vois régulièrement sur des marchés et tout ça. Toujours exceptionnel c'est adorable. Visuellement en fait. Est-ce que tu veux bien nous présenter une œuvre qui est sur ton stand que tu peux choisir? Eh ben, je peux vous présenter une des dernières. C'est une riso que j'ai fait juste ici. C'est une nature morte d'une table avec un bouquet de fleurs au centre et il y a 2 chaises autour. C'est une série que j'ai fait dernièrement qui porte sur l'espoir d'un projet qu'on attend. J'aime beaucoup ce tableau parce que il y a comme ces chaises qui attendent d'être remplies et ce gros bouquet de fleurs plein de joie au centre et c'est des couleurs que j'aime trop et voilà. Et ça représente assez bien mon univers. Super. Ça fait déjà l'audio description, donc c'est mon rôle dans cet épisode de décrire tous les trucs visuels, mais tu l'as parfaitement fait. T'as le seum? Pas du tout, parce que on peut peut-être donner le contexte pour les gens qui connaîtraient pas la risographie. Oui, carrément. Est-ce que tu as envie d'expliquer vite fait un peu ce que c'est comme technique? La riso, c'est une méthode d'impression qui est entre la sérigraphie et l'impression classique, quoi. Ça se travaille en couches de couleurs, donc on imprime à chaque fois par nombre de couleurs qu'on a envie. Et ça, c'est caractéristique par des couleurs souvent assez flash et avec un rendu un peu granulé comme ça qui est hyper chaleureux et trop beau. Et là, c'est de la riso 4 couleurs, c'est ça? 5 couleurs. En fait, la riso, c'est un vrai défi pour moi parce que genre moi la couleur, j'ai du mal à me limiter et du coup 5 c'est déjà un vrai défi, quoi. Sachant que dans les machines riso, t'as max 2 couleurs, non? Non, tu peux en faire plein, c'est juste que plus t'en fais, plus c'est compliqué, quoi. Ah oui, d'accord. Je veux dire, en un seul passage. Ah oui, c'est une couleur. Genre la machine, il n'y a que 2 bobines dedans de base. Ouais. Donc t'es obligé de remettre la feuille à chaque fois et tout, donc recaler. Carrément. Ouais. Ok, ouais. Donc, mais je sais pas si j'ai envie de faire moins de couleurs. C'est la question. Je comprends totalement ce questionnement. Changeons un peu. On a demandé à tout le monde s'ils sont forts en ping-pong. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu aimes King Kong? Le grand singe. Eh ben, je crois que ça fait pas trop partie de ma pop culture, si je suis 100% honnête. Eh ben, moi non plus. Moi, je sais pas trop ce que c'est King Kong. Et j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas. Je crois que... Ouais, moi non plus. Voilà. Mais peut-être que c'est on a un perdu peu la plus ref. vieux que nous, vieux, je pense, même moi, tu vois. Et après, je vois, tu vois, on voit assez bien, mais ouais, ça me parle pas tant que ça. Je vais improviser un truc là, mais il y a pas ou alors c'est Godzilla, je sais plus. Mais il y a quelque chose de très grand qui nous dépasse en mode un peu la chute de la société. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc profond dans King Kong. Je crois que Godzilla, c'est une métaphore de genre la bombe nucléaire et tout ça. Ah waouh. King Kong, je sais pas du tout. Je crois que c'est juste un gros singe. Bon j'ai mentalisé ça non, mais en mode intello. Écoutez, les cinéflards qui nous écoutent, expliquez-nous c'est quoi. Mansplainez-nous King Kong. On sera ravis. Grave. Et du coup, ta technique, pour revenir un petit peu, ta technique préférée, c'est quoi? Tu parlais de la couleur, mais... en fait, c'est hyper dur comme question parce que je me suis longtemps demandé, quand j'ai commencé à créer un peu, genre, c'est quoi mon médium, tu vois, un peu ce qui pourrait me définir. Et en fait, c'est une question qui m'angoisse fort parce que j'aime trop faire 1000 choses et du coup, j'aime bien peindre de manière globale. Après, je m'ennuie vite, donc il faut que ça bouge, quoi. Mais je dirais, on va dire, en grand guillemets, peindre. Pour adapter un peu la question à cette volonté d'apprendre plein de trucs, c'est quoi la dernière technique que tu as apprise ou qui t'intéresse en ce moment? Trop bien. Et en ce moment, depuis quelques temps maintenant, je fais de la céramique. J'adore parce que j'ai l'impression de tout réapprendre. J'ai l'impression de mettre les pieds dans un truc immense et d'avoir 1000 choses à apprendre et j'adore. Et du coup, je dirais que c'est ça en ce moment qui m'anime hyper fort. J'ai envie d'acheter un four, mais ça coûte trop cher. Voilà. Est-ce qu'on a un exemple sous les yeux, la petite coupe qui est là? Et non, mais alors c'est trop drôle parce que tout le monde m'a demandé, est-ce que c'est toi qui l'as fait? J'aurais adoré
vrai. D'accord. Mais non, c'est 100% vintage, quoi. D'accord. Ouais. Comme Ok. la lampe, j'imagine, une petite lampe. Ouais. Lampe champignon, là. Non, ça pour le coup, c'est du do-it-yourself. Ah bon ? Ouais, c'est un saladier et une carafe bombée et remixée. Mais incroyable. Ouais. Mais ça marche trop bien. Mais t'es Est-ce que trop c'est- forte. Est-ce qu'il y a une lampe dedans du coup Ouais. Waouh. Ouais, un Incroyable. genre de Et petit le truc, niveau de bricolage. Ouais, non, c'est très simple. vraiment. Tu as des pins également. Comment ça marche les pins J'ai jamais essayé de fabriquer des pins, du coup j'ai Alors, aucune idée de. Je les ai pas fabriqués, je les ai fait faire fabriquer. Ok, ouais. Ok. Fait faire fabriquer. Fait Oui. fabriquer, on s'est compris. On a capté. En fait, j'ai trouvé une boîte auquel tu envoies ton dessin et il te le transforme en pin. C'est assez magique comme process. Mais de ce que j'ai compris, c'est un moule dans lequel ils font couler de l'émail. Ah ouais. Donc en fait, ce qui C'est de coûte la- cher, c'est la création du moule et après, Ah ouais. ils t'en font en série. Mais Voilà. de l'émail comme les émaux de Et bah céramique. ça, c'est le mystère qu'il faut que j'arrive à résoudre. Est-ce Waouh. que c'est de l'émail comme l'émail? Je sais pas. Et c'est c'est le podcast de l'apprentissage, on se pose des questions. Et donc là tu as un magnifique. C'est Rouquette. Oui, c'est mon chien. Waouh. On est un peu Oh. fan ici. Magnifique. Incroyable. On a une dernière question. Dernière petite question Ouais. pour toi. Avec plaisir. Du coup, notre podcast il s'appelle MUF, Oui. MUF, Mm. et le principe c'est qu'on a un acronyme différent à chaque fois. Ok. Et aujourd'hui, ça veut dire MUF, ça veut dire Musée utopique fantasmé. Oh, waouh. Et du coup, on essaye de faire une exposition ou un musée imaginaire, et on demande à tout le monde d'ajouter une œuvre à ce musée imaginaire. Du coup, qu'est-ce que tu veux ajouter à notre musée imaginaire, sachant que ça peut être une œuvre à toi, comme une œuvre de ton artiste préféré. Enfin, c'est très libre et on n'a pas de. Enfin, ça peut Pas être de contrainte de temps ou d'espace ou d'argent. Alors c'est tellement vaste que ça en est complexe. Franchement, je vais faire très facile avec une de mes artistes préférées au monde. Ah bah Ouais, super. Super. Ok. Niki de Saint-Phal, c'est mon artiste, une de mes artistes préférées au monde. Ouais. Je suis allée voir l'expo qui est en ce moment Au Grand Palais. Grand Palais. Elle est géniale. Et, ouais, carrément. C'est mon expo préférée 2025. Ouais. Bah ok, c'est une de mes préf aussi. Genre, vraiment, j'ai coup de cœur. Incroyable. Et en plus, j'avais jamais vu d'expo de, pour le coup, son ancien compagnon. Et j'ai adoré son travail ouais, aussi. Carrément. C'est- Et il y a une œuvre qui est toute petite mais que j'ai adorée. C'est une espèce de sculpture avec une fleur avec des lumières dessus. Ah oui. Et voilà, Je et ça vois très représente bien. tout ce que j'aime. Genre, c'est coloré, il y a de la lumière, c'est ensoleillé. Donc voilà. J'espère que je réponds à. Trop bien. Ok. Je suis fan de ta réponse. Ok, trop bien. Est-ce que tu as donné le titre de l'œuvre? Et non, je l'ai pas. Ok, ben on cherchera. Je vais essayer de la retrouver, ouais. Ok. Super. Voilà. Et bah trop bien, merci Merci beaucoup. beaucoup. Bah, merci à vous, d'être c'était un plaisir. venu discuter avec nous. Et alors nous sommes avec Milo et Sidonie, bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Vous êtes ici pour visiter, pour acheter, pour Pour voir. visiter, pour voir, oui. Pour en prendre plein les mirettes. C'est la première fois que vous venez à Ping Pong? Oui, oui, absolument. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au FRAC? Oui, Ok. oui aussi. Avis sur le lieu, à chaud? Super, l'organisation du lieu est chouette et ça permet vraiment d'être à la fois, c'est à l'étroit et du coup ça devient chaleureux et sympathique et que c'est joli. Ouais, c'est ça, c'est hyper chaleureux. Et c'est bas de plafond, du coup, il y a un truc de. Oui, grave. La circulation, elle est chouette. C'est vrai qu'on a l'habitude des lieux d'art contemporain des fois un peu froids, très bétonnés, très. Là, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu petite maison, quoi. Alors, ma première question, si vous avez visité, est-ce que vous êtes posé un peu à l'espace pong-pong? Et est-ce que vous avez joué au ping-pong? Ouais, moi j'ai fait ça vendredi. Waouh, ok. J'ai pas encore eu cette chance. Ok. Est-ce que vous êtes fort au ping-pong? Non. mais je me suis bien améliorée vendredi. Moi c'est pire. Et tu vas peut-être t'améliorer ce soir? On sait pas. Vous avez remarqué des artistes? Vous avez des coups de cœur, des trucs? Vous avez acheté des choses? Ouais, j'ai acheté des petits zines et des autocollants à plusieurs personnes et moi c'est l'illustration beaucoup qui me parle et du coup c'est vers ce genre d'artiste que je me tourne mais il y a tellement de chouettes choses que j'ai envie de suivre par la suite. Ok, trop cool. Est-ce que vous avez vous-même une pratique artistique? Est-ce que vous créez, vous dessinez et tout? Ouais, bah moi je suis dans une formation de marionnette. Ok. Théâtre marionnette. Donc je fabrique un peu Incroyable. et puis sinon je fais du théâtre. Ok, où ça? Au conservatoire. Ok, à Amiens? Ah, Amiens, ouais. Ok, d'accord. Et moi je fais de l'illustration dans mon coin mais c'est Ok. plus dans mon coin. Trop stylé. J'ai envie de continuer l'étude de marché générationnel. Est-ce que vous connaissez et est-ce que vous aimez King Kong?
Ping-pong, King Kong, on fait des jeux de mots. C'est juste un jeu de mots avec le nom de l'événement. Mais j'ai vraiment envie de savoir. Je suis très peu spécialiste de King Kong. Je connais très peu. Moi non plus, c'est du grand cinéma. J'ai l'impression que notre génération, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même âge, ne connaît pas King Kong. Voilà. Non, c'est une bonne impression. Un flop, C'est une bonne impression en effet. Est-ce que Non, juste dit King Kong le gros nul, rentre chez toi. King Kong le gros singe. Précisément. Est-ce que vous sauriez citer une artiste que vous avez kiffé sur le salon? Si vous avez retenu les noms. Les noms. Ah, c'est ça qui est galère. J'ai pas retenu dans les le noms. coin là qui fait de la micro-édition. D'accord. Schnapside? Oui, voilà. Exactement. Super. Et ben on l'a interviewé tout à l'heure. Oui. Très chouette. Vous avez acheté des stickers à Luluche, je crois, tout à l'heure. Oui. Super. La classe. On l'a interviewé aussi en fait. Mais trop la classe. Que des gens qu'on a interviewés en mode. Les autres, on s'en fout en fait. Bah ouais. Rentre chez vous. On citera à la fin les gens qu'on n'a pas interviewés, je pense. J'ai envie de mettre de la lumière sur tout le monde, même si on n'a pas le temps de parler à tout le monde. Est-ce que vous êtes des habitués des petits marchés d'art, d'artisanat et tout? Quand on tombe dessus ou qu'on me dit va là-bas, mais j'y vais pas trop de moi-même. Moi plus parce que j'ai plein de copains qui en fait font de la micro-édition et tout, et donc qui ont tendance à traîner dans ce genre d'endroit et à parfois parcourir un peu la France pour aller dans ce genre d'endroit. Donc ça peut arriver. Trop bien. Vous avez entendu parler comment de ping-pong du coup? C'est mes colocs qui m'ont dit vendredi on va au pot de départ du ping-pong. Ok. C'était bien le pot? Ouais, c'était super. On n'y était même pas. On a loupé le début de ping-pong, mais bravo d'avoir été là au lancement. On peut rejoindre un match en cours de route. Hein. Ouais. Oui. Du coup, est-ce que tu connais des gens qui exposent là aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui parce que je suis pas d'Amiens, donc je connais pas trop les gens du secteur. T'es de quel coin? Là, j'habite à Lyon. Mais non. Bah, t'as fait la route pour ping-pong? Oui, exactement. Waouh, quelle détermination à voir des artistes. Pour rendre visite à tout Amiens, voilà. Est-ce que c'est la première fois que tu visites Amiens ou pas du tout? Absolument. Et alors, bilan? Bilan, même sous la pluie et de nuit et dans le froid, c'est chouette. Ok. Tu verras pas souvent Amiens autrement, hein, je te le dis. J'ai beaucoup aimé. Et ben dernière petite question. MUF, c'est le nom de notre podcast et c'est un acronyme à géométrie variable. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ça veut dire Musée utopique fantasmé. Donc, on a créé un musée imaginaire qui n'existe que dans nos têtes et le temps de l'après-midi. Et on demande à chaque personne à qui on parle d'ajouter une œuvre dans ce musée. Est-ce que vous auriez une œuvre de votre choix, sans aucune limite de temps ou d'espace ou d'argent à y ajouter? Oh là là. Pas forcément des œuvres que vous avez vues ici, hein, n'importe quelle œuvre. Ça peut être l'occasion de mettre la lumière sur des potes à toi qui créent par exemple ou pas du tout. En vrai, là, en premier rapport, je pense beaucoup à des artistes qui font de la BD et qui font aussi en fait des illustrations, des gravures, des trucs comme ça. Et je pense à Julie Delporte. Ok. Qui est trop forte. Okay. Et ces illustrations, elles valent 1000 détours. Ok. Est-ce que t'en as une en tête en particulier ou toute son œuvre? En fait, elle publie des ouvrages qui sont des petits bouts de carnets de bord, de carnets de vie. Et en fait, là-dedans, il y a à piocher des illustrations à part entière qui valent le détour. Donc, faut pas hésiter à regarder ce qu'elle publie. Ok, trop bien. Bah, on mettra les références dans la description. Et moi, je pense à un spectacle de marionnettes que j'ai vu au festival de Charleville en septembre. Ça s'appelle Boîte crânienne. Et donc, c'est des Belges. Et c'est un spectacle de marionnettes qui rend hommage vraiment à la banalité des gens. Et en fait, tout le monde a quelque chose d'exceptionnel dans son quotidien un peu banal. Ok. Voilà, c'était super chouette. Trop cool. Bah, ça donne trop envie d'aller voir ces deux refs. Est-ce que vous voulez plugger vos Insta ou vos portfolios ou quoi si vous avez du travail à montrer aux gens? Allez voir Jean-Max Poulet. C'est une créature. C'est une créature. C'est une créature. Et moi, c'est Milonade. Okay. Comme la limonade, mais c'est Milonade. Trop bien. Super blaze. Et merci beaucoup d'avoir pris un petit temps pour discuter avec nous. C'était un grand plaisir. Merci. Eh bien, nous sommes avec Marie et Gauthier. Bonjour. Bonjour. Du coup, à Ping Pong, vous exposez votre travail et vous avez aussi fait un atelier? Oui. Cet après-midi. Et hier, en compagnie de David van der Hofstadt. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des ateliers que vous avez fait pendant Ping Pong?
Alors hier, il y a eu un atelier de sérigraphie qui a été fait en collaboration avec un artiste espagnol qui vient d'un atelier à Valencia qui s'appelle La Guilda et donc c'était une affiche réalisée en sérigraphie et en coloriage. Donc on a vu les différentes étapes de la sérigraphie avec une impression qui a été faite à partir de flashs de lumière avec le produit photosensible et aussi avec des papiers découpés. Voilà, deux techniques un peu distinctes. Et aujourd'hui, c'était un atelier de gravure et de tampons qu'on a réalisé avec des enfants, des mamans et des personnes qui passaient. Du coup, on a réalisé des tampons en gravure et fait des compositions avec les différentes productions de la journée. C'était plutôt autour du paysage. Trop bien. Du coup, vous travaillez tous les deux, mais vous avez aussi des travails perso, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Comment on peut expliquer votre travail pour les personnes qui ne vous connaissent pas? C'est une question très tricky, mais si vous pouvez. Bah oui, complètement. Sans image. En fait, on travaille toujours autour d'un commun qui peut être justement le travail, un territoire, la mémoire. Et là, en ce moment, on poursuit justement un projet autour des gestes du travail et de la production de matière, de la transformation de cette matière. Du coup, on va faire des résidences dans des entreprises. Plutôt dans des usines dans le monde industriel et puis et aussi en parallèle avec pour cette idée de transformation de la matière avec un univers aussi plus artisanal lié aux compagnons du devoir. Et à la fin de chacun de ces travaux, on essaye de réaliser une édition qui compile soit des dessins ou soit qui donne des représentations de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu et de ce que les gens nous ont raconté. Souvent il y a des témoignages, souvent il y a des écrits, des cartographies ou des récits de travail qu'on a fait. Voilà, et à la fin, on aimerait faire une installation avec plusieurs dimensions, le dessin, mais aussi un aspect sonore et documentaire qui sera en lien avec cet aspect du dessin. Mmh. Vous avez un travail qui prend, qui se déploie sur plusieurs formes un peu différentes. C'est quoi votre outil de travail préféré à chacun? C'est peut-être pas le même. Ça dépend. Le dessin est quand même central, où c'est quand même un langage qu'on utilise quand même assez tout le temps, quotidiennement. Et ensuite, on va l'agrémenter par Marie par l'écriture, moi par l'édition et aussi par toutes les techniques d'impression, la sérigraphie, la gravure, l'impression en général. Est-ce que vous avez moyen comme vous avez votre travail qui est exposé, est-ce que vous avez moyen de nous présenter une édition? Enfin, si vous devez mettre en avant une édition, ce serait laquelle? Peut-être le plus grand imagier du monde. Oui, je vais le chercher. Ok. Que Maëlle connaît. Alors justement, c'était une édition qu'on a réalisée l'année dernière. L'édition qu'on a réalisée l'année dernière, c'est le point de départ de cet inventaire autour de verbes et d'actions autour du travail. Donc on a vraiment travaillé sur la polysémie des verbes d'action qui sont utilisés dans différents corps de métier. Et à partir de ces verbes, on a cherché à les assembler, à les associer, à créer une suite en utilisant les différents champs sémantiques et pour créer une cohérence et une ritournelle. Et cette ritournelle est aussi visible dans la manipulation du livre parce que chaque 10 pages, on le tourne d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que je peux faire l'audio description de ce livre? Parce que ma mission depuis le début est de décrire les objets graphiques. Donc c'est un livre de format carré, ou plus ou moins carré, ça a l'air d'être exactement 20 carré. 20 par 20, très bien. Et donc effectivement c'est des pages qui se déploient, c'est pas juste des feuillets classiques de livres classiques. Voilà. Comme tu disais, le quart de tour, ça donne une dimension complètement différente à la manipulation de l'objet. C'est ça. Veux-tu que je te fasse l'aspect formel
de l'objet. Oui, carrément. C'est une planche 40-60 pliée en 6 avec 2 coupes dans lesquelles, entre chaque pli, on a relié un cahier de 12 pages. Chacune des planches des pages contiennent 4 images en 10 par 10 en domino avec toujours un geste représenté. Une collaboration sur l'audio-description formidable. Et si vous voulez, je peux vous décrire l'aspect graphique. Donc en fait, on est sur chaque page carrée à 4 vignettes de couleur bleue ou jaune ou bleu ou rouge. Voilà. Donc il y a 3 couleurs. J'ai la chance de posséder ce livre. Je sais pas, il y a eu combien d'exemplaires tirés 100. 100, ok. Et ben voilà, j'ai ce très bel objet. Et je crois que ça a mis du temps, mais je crois que j'ai compris exactement ce que tu viens de dire sur la planche coupée. Ça fait comme une ça fait un S. Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Magnifique. Est-ce que vous êtes fort en ping-pong ? Non. On y joue parfois l'été. D'accord. Et est-ce que vous aimez King Kong ? Jamais vu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous préfériez que ça s'appelle King Kong, le micro-salon des grandes éditions ? Ping Kong. Non, ping-pong, j'aime bien le titre, je crois. Mais en fait, on avait essayé de trouver des jeux de mots avec ping-pong et on a trouvé que King Kong. Je pense que la réunion de travail s'est arrêtée là. Du coup, on a que ces 2 questions-là en calembour. Donc, c'est très professionnel. Oui. On a une petite dernière question qu'on a posée à toutes les personnes à qui on a parlé. Le nom de notre podcast, c'est MUF. Et aujourd'hui, MUF, ça veut dire Musée Utopique Fantasmé. C'est un musée imaginaire qui n'existe que dans nos esprits pour le temps de l'après-midi. Et on propose à chaque personne à qui on parle d'y ajouter une œuvre. Est-ce que vous voudriez ajouter une œuvre d'art de votre choix à ce musée fictif ? Oui, carrément. Il y a une exposition que j'ai bien aimée sur les nabis, du coup, qui me reste un peu sur les impressions des nabis, du coup, leurs estampes, avec pas mal de lithographies de Vuillard et Bonnard, qui est assez belle à la BNF. Ok, super. Voilà. Est-ce que tu en as une en tête ou on les met toutes ? On peut les mettre toutes, hein. On met tout. Super. Et toi, Marie ? Moi, ça peut être une œuvre de Philip Guston que j'ai vue aussi. On est des bons élèves, que j'ai vu récemment au musée Picasso à Paris. D'accord. Et peut-être son autoportrait où il est dans son lit avec son pinceau. Voilà. D'accord. Super. Et ben, ça donne très envie d'aller voir. Je connais pas les 2 références citées, mais on ira. Et on mettra surtout les références pour que les gens aillent voir. Ok. Et où est-ce qu'on peut vous trouver votre travail ? Vous trouvez-vous ? Dans le Vimeux. Et déplacez-vous tous en fait, les auditeuristes. Sinon sur l'internet. Ok. C'est quoi votre page où on peut vous retrouver ? mariegauthier.fr. Ok. Parfait. Avec des tirets au milieu. On retrouvera ça et on mettra en description. Merci. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Oh non, je pense qu'on aurait pu continuer pendant des heures encore. Nous sommes dans un état de fatigue colossal, mais on a passé une excellente après-midi au FRAC. Merci déjà dans un premier temps au FRAC pour l'invitation. Oui. Ça c'était super. On s'est régalé et on espère pouvoir refaire ce genre de choses. Bah ouais, c'était trop bien en fait. Merci Marie et Christophe. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, les gens qu'on n'a pas eu le temps d'interviewer, il y avait l'association Octave Cobel, les éditions Anactabase, Ergastul, Pizzaiolo qui n'a pas pu venir à Ping Pong, Messec, les éditions musicographiques, Marachek Léa, édition HH, Fruits de Salade Presse, Galerie Reseda, Marie Rosier, édition Friville et publications Denis Pondruel, et les étudiants de l'ESSAD d'Amiens. Voilà, bravo à tous ces gens avec qui on n'a pas discuté mais qui sont quand même super. Bah j'imagine.
En tout cas, tous les stands avaient l'air d'être hyper intéressants. Ouais. Malheureusement, on n'avait que 4 heures pour interviewer tout le monde, donc on s'est un peu laissé porter. On a aussi. C'est ça, c'est un petit instantané finalement. Bah oui, on savait déjà qu'on n'allait pas avoir tout le monde. Bien sûr, on voulait pas non plus faire un épisode de 6 heures. Alors, on a appris. Donc, vous avez entendu dans l'épisode de Visiteureuse, Milo et c'était Léonie. Oui. C'est ça. Et Milo, qui vient de Lyon, nous a appris que MUF, ça fait un moment qu'on parle des tags de MUF. Il y a des tags MUF qu'on voit un peu en région parisienne et tout, des graphes quoi. Et apparemment, ce serait la signification, c'est mange un facho. Et en fait, c'est un collectif lyonnais de graffeurs. C'est fou, mange un facho, c'est incroyable. On est trop heureuse que ça veuille dire ça. Déjà, et on rêve n'y a même pas pensé. Oui, abusé. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé à ça. Mais bravo à eux d'avoir trouvé cet excellent acronyme. Et je rêve de les rencontrer. Mais c'est fou. Encore plus maintenant. On s'appelle pareil en fait. Donc si vous entendez ça, il n'y a aucune chance, mais contactez-nous. On rêve de savoir qui d'autre est MUF que nous. Oui. Et je vais faire mes petites recherches pour trouver. Ouais. Ça avance. L'enquête avance. On a remercié tout le monde, je sais plus. On remercie aussi toutes les personnes qui sont passées dans notre micro. Ah bah évidemment. Évidemment. Et on remercie la vie en fait. Merci aux subventions publiques qui permettent au FRAC d'exister et de créer des événements de cette qualité-là. Merci aux artistes, sans eux... La vie serait bien morose. Et ça... on le dit pas assez. On le rappelle pas assez souvent. Il nous reste une chose à faire, c'est de rajouter nos œuvres, nos choix d'œuvres au musée utopique fantasmé. Fantasmé. Bon allez. Fantasmé. Je commence. Vas-y. J'ai une vraie réponse et une réponse de prouveuse. Tout d'abord, une planche de l'album de bande dessinée, L'origine de Marc-Antoine Mathieu. C'est le premier tome d'une série qu'il a faite que j'adore. Et c'est une série dans laquelle il explore les limites du médium de la bande dessinée. Et la planche en question, je n'ai plus le numéro en tête, mais je vous mettrai le numéro si je le retrouve. C'est une planche avec une mise en abîme. Et en fait, ça m'a pété le crâne quand j'ai lu ça quand j'étais ado. Et je voulais déjà faire de la BD depuis très longtemps, mais ça m'a renforcé dans mon amour de la BD, dans mon amour du dessin, dans la narration et tout ça. C'est incroyable. Donc ça. Et ma deuxième réponse de prouveuse, c'est tout l'art préhistorique qu'on a perdu. Parce que je rêve de voir ce qu'ont créé d'autres humains il y a très longtemps, il y a plusieurs milliers d'années. On en a des petits bouts qui nous restent, mais on a forcément perdu énormément de choses de par l'érosion, la dégradation des matériaux. Donc voilà, toutes les sculptures, tout l'art pariétal, tout. Je veux tout voir, je veux tout me régaler là. Ça remplit sûrement 20 musées, 1000 musées, parce qu'il y en a sûrement énormément de l'art créé dans toute la préhistoire. Voilà ma réponse de prouveuse. Okay. À toi, Louise, qui va conclure ce catalogue du musée. Moi, je vais... Je vais faire 2 réponses de prouveuse parce que je suis un histoire de l'art en fait. En vrai, pas tant que ça en plus. Je vais d'abord mettre mon peintre préféré. Un de mes peintres préférés. Qui est un homme, donc c'est bien dommage, mais bah, bravo. Je l'aime de tout mon cœur. C'est Chaim Soutine, qui est un des peintres qui me touche le plus. Vraiment, j'adore. Et du coup, là, je vais mettre les maisons. Donc, c'est une peinture de maisons déformées. J'aime beaucoup aussi ces carcasses, mais on va rester sur les maisons. C'est nature morte. Et du coup, des maisons. Si vous tapez Soutine maison, vous verrez. De toute façon, on va le mettre en lien. On mettra les rêves. Voilà. Et je vais mettre une femme aussi, quand même, parce qu'on n'est pas des bêtes, en fait. Et on est sur mon obsession qui ne passe pas depuis environ 2 ans. Peut-être 1 an, je sais pas. Bref, je suis fatiguée, je blablate. Je pense que je vais mettre une photographie d'Agnès Varda. Ah. En vrai, j'ai tellement d'artistes féminines en tête, mais Agnès Varda peuple mes rêves. Donc, si on est sur quelque chose d'utopique et fantasmé, il ne peut pas ne pas y avoir Agnès Varda. Du coup, je
pense que je vais mettre en avant mon film préféré d'Annie Verda, parce que je suis pas originale, les glaneurs et la glaneuse. Donc, issu de ça, les photographies de patates, donc Patatopia. Il y a une photographie de patate en forme de cœur et tout son travail autour de la pomme de terre. Magnifique. Voilà. Quelle meilleure façon de finir un épisode que de parler de pommes de terre? Je vous le demande. Et on va aller manger. On va aller dormir, on va aller vraiment s'éteindre pendant plusieurs dizaines d'heures. Ouais. Le prochain épisode sera sûrement une petite surprise. Oui. Attends, je pense qu'on peut, avant d'aller s'éteindre, on peut annoncer. Donc là, vous êtes sur l'épisode de Ping Pong. Ensuite, le prochain épisode, petite surprise. Et ensuite, ce sera le dernier épisode de la saison 2. Et oui, parce qu'on arrive à la fin de l'année et qu'on fait des saisons sur les années civiles. Donc, voilà, c'est l'avant-dernier épisode de la saison, celui-ci là, que vous venez de finir. Voilà. Et donc, encore 2 épisodes et après, on fera une petite pause. Voilà. On ne sait pas encore de combien de temps. Mais vous inquiétez pas, dans tous les cas, on prépare du lourd et puis il y a encore 2 épisodes pour vous régaler jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai trop hâte des prochains épisodes. Moi aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Oui,